Vous êtes à la Ligue des cinémas, je m'appelle Mathieu, je suis avec mon collaborateur Max. Comment vas-tu Max cette semaine? Ça va excessivement bien. Et toi, mon Mathieu? Ah, ça va super bien, je dirais pas autant pour ceux qui ont été pris dans la tempête cette semaine. Ah oui, hein, surtout ceux qui étaient dans l'autoroute, la 15. La 13. La 13, oh, Ben oui, non. tu connais tes autoroutes. Je Je vais faire une petite pensée à ceux-là qui ont été pris toute une nuit. Heureusement, ça n'a pas été notre cas, mais c'est triste quand des choses comme ça arrivent. Je veux dire, c'est ce qui fait l'actualité en ce moment, puis je pense qu'il fallait en parler. Mais là, je veux partir sur une note positive. Je veux dire, cette semaine, on parle d'un chef-d'œuvre, en mon sens. On va critiquer le film L'Arrivée, et on va parler, entre autres, de Robert De Niro, qui va participer au reboot de la saga Dr. Dolittle. On va parler de Men of Steel et on va parler de Venom. Comme vous allez voir, on parle encore de beaucoup de super-héros cette semaine. Mais il y a quand même de l'actualité hors super-héros. Alors, sans plus attendre, on va aller du côté de nos chroniques. Les chroniques. Et c'est comme chaque semaine, notre première chronique, c'est ce qu'on a vu. Et films, séries, animes, porno pour Max. C'est du BDSM. Surtout. Oh my god, sans commentaire. Alors, Max, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Écoute, j'ai été productif. Ah ouais? Ouais. Écoute, je vais commencer. J'ai écouté un classique du cinéma. Un grand film de Quentin Tarantino que j'adore de tout mon cœur. C'est le classique Pulp Fiction. Ma copine, j'ai été chez ma copine ce week-end, elle n'avait jamais vu le film. Et je lui ai fait écouter. Elle n'a absolument rien compris du film. Mais, c'est bon, ce film. Ah, écoute, ça, c'est un film, là. Ah. C'est tellement bon comme Puis, film. À chaque fois que je le réécoute, il y a des affaires que je n'avais pas catché la première fois que je recatch, je suis comme oh, c'est malade. Ben, les films de Tarantino sont bons pour ça parce que à chaque fois que tu les réécoutes, tu comprends une nouvelle dimension du film. Ils sont tellement profonds, ces films. Il est spécialisé dans les dialogues. Le dernier que j'ai vu, qui était le dernier qu'il a fait, là, les 7 salopards, c'est ça? Les 7 mercenaires, les 8 mercenaires, bref. C'est pas les 8 salopards? 8 salopards, voilà. Un western, puis vraiment, tout le film tourne autour des dialogues, puis c'est vraiment profond Tous comme ces histoire. films tournent autour du dialogue. Ah, peut-être pas Kill 1. Ouais. C'est lui qui a le plus d'action, je pense que. Ouais. Mais Ouais. sinon, son Inglourious Bastard là, avec l'armée contre les nazis. Oh mon dieu, ce film-là, hey, je suis allé voir ça au cinéma, je suis capoté. Ah, c'est. Capote. Avec Brad Pitt, là, il était tellement bon. Il est tellement beau. Bon, sinon, le deuxième film que j'ai écouté. Max, est-ce que ça veut dire que tu es bisexuel en direct de l'émission? Non, absolument pas. Papa, c'est pas que tu penses. Non, sérieusement, Max, lâche-moi la cuisse. Ça en bonne en plus. Non, sérieusement, le deuxième. Ça t'arrive-tu des fois d'écouter un film, puis dans le fond, tu t'avais jamais l'intention d'écouter ce film-là, puis tu le commences, puis tu le finis, genre tu vas l'écouter de bout à bout sans t'attendre que t'allais aimer ça. Genre, Ouais. Tu sais, des fois, c'est comme ça arrive, des fois que t'es sur le divan, puis t'écoutes un film qui passe à la télévision, puis finalement, tu l'écoutes au complet. Là. Ben, ça fait ça avec Netflix. J'ai écouté un film qui s'appelle The Young Offender. C'est un film Russe? Non, Rich. Ouais, je sais même pas c'est où. Puis dans le fond, je trouvais juste que l'image était intrigante. Je l'ai parti des 5 premières minutes. Mais écoute, dude, je m'attendais à absolument rien, mais j'ai ri ma vie, là. Mais j'ai ri. Okay. C'est vraiment drôle. Il y a un qu'en anglais, par exemple, là, je sais pas Ah. mais il est sous-titré en français si tu Ça mieux. serait bon. Ça serait bon. Écoute, c'est deux jeunes qui sont vraiment laids. En plus, ils sont comme une molle avec des cheveux vraiment laids. Puis ces deux jeunes-là ont vu à la télévision que il y a des gangsters qui sont fait arrêter pour 400 millions de poudre. Oh shit. Fait que les autres sont fait Chris, on va aller chercher de la poudre là-bas. Fait qu'ils vont là-bas. Mais écoute, il t'arrive tellement des péripéties niaiseuses, man. C'est tellement cave comme film, là. J'ai ri, là. Puis écoute, c'est un film à petit budget, là, puis ça paraît, mais la réalisation est comme tellement rapide que, en tout cas, t'embarques pour vrai. J'ai vraiment ri. Ok, ça a l'air surprenant. On fait souvent des découvertes comme ça. J'ai fait beaucoup de découvertes de films en écoutant la TV vraiment aléatoirement. Je mettais un poste, le film commence, je l'écoute, puis finalement. Tu l'écoutes au complet. Je me rappelle toujours une anecdote parce que tu me fais penser à ça. Tu vas peut-être rire de moi, mais je suis un homme de musicien dans l'âme et j'ai dit âme 2 fois. Et il y a quelques années, j'étais en train de gamer sur mon ordinateur et je pitonnais sa TV et je me suis arrêté avec la TV et le film High School Musical jouait. Là, je te vois déjà rire de moi. J'ai absolument Avec rien dit. Puis comme tu dirais, le très beau Zac Efron. Et ouais,
Oui, Ouais. continue. Et je l'ai mis de côté, et là, je gamais tranquillement. Et j'ai commencé avec le film du coin d'œil, et tranquillement, j'ai délaissé mon gaming pour écouter le film. Et j'ai accroché sur High School Musical, je sais pas comment ça se fait, mais moi, je suis un musicien, puis ce film-là peut apparaître un peu enfantin, mais j'ai adoré ce film-là, puis j'ai voulu l'écouter plusieurs fois, puis j'ai adoré la saga. Et c'était une découverte, vraiment, je suis tombé par hasard sur ce film-là. Et à chaque fois qu'il joue à TV, je l'écoute parce que c'est un film que j'ai adoré. Ça peut paraître vraiment banal ou enfantin, mais moi j'ai beaucoup aimé. Je ris pas de toi, t'as le droit d'aimer. Mais c'est mon anecdote en rapport aux découvertes Ben aléatoires. écoute, tu me donnes la chance de faire un petit segway. Ouais. J'ai écouté Les Voisins 2 aussi cette semaine Ah. avec Seth Rogen puis le beau Zac Efron. Je pense que t'avais dit la belle Selena Gomez. Vraiment pas là longtemps. Hein. Ah, je sais pas, je l'ai pas vu encore. Pour vrai, écoute, pas un spoiler, c'est là au début. C'est tout. Ah. Tu Ok. t'en reviens pas? Oui, elle est là, puis elle est annoncée au casting. Elle est juste là une fois. Ok. C'est pas un genre qui dirige les filles? Non. Ok. Ok. Là, tu me perds. Tu vas pas, tu vas comprendre. Ah, mais j'ai pas eu la chance encore de l'écouter. Ben pour vrai, moi le 1, j'avais resté sur ma fin, puis il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé. Puis j'ai comme. Ah. Puis j'ai écouté le 2 comme ça. Là. Puis j'ai tellement plus ri que le premier. Ah ouais, il est meilleur. Ah, moi je l'ai trouvé meilleur, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être vraiment pas d'accord avec moi. Mais moi je l'ai trouvé bien meilleur. Ben, le premier, je l'avais trouvé bon. Faut dire que Zac Efron, je suis pas un grand amateur de Zac Efron, à part pour High School Musical, même si après fait prouver, c'est pas lui qui chantait. Oui, je viens de péter ta bulle. C'est pas Zac Efron qui chante dans High School non. Musical. Moi qui croyais qu'High School Musical était authentique. Oh non! Il manquait un peu d'émotion, Max. On va retravailler ça ensemble. Oh. Et je suis pas un grand amateur. Parce que j'ai joué dans Fifty Shades of Grey. Ah, c'est ça, clairement. Et je suis pas un gros amateur de cet acteur-là, je le trouve un peu trop prétentieux. Et je l'ai quand même trouvé bon dans Les Voisins, même si je préférais, c'est vraiment plus pour Seth Rogen que je regardais le film que pour... Mais Seth Rogen, il est important dans ce film-là, mais il est plus effacé, par exemple. Ah ouais? Ouais, parce que je trouve qu'ils mettent plus l'emphase vraiment sur le groupe de filles, en fait, qui est à côté, là, les voisines, là, Ok. qui sont une sonorité, une sororité. Ça a un terme précis, Ouais, là. Mais en tout cas, c'est pas grave. Fait que j'ai trouvé ça, j'ai bien ok. ri. Mais là, j'ai une interrogation. Si c'est pas Selena Gomez, la fille principale, c'est qui? C'est Chloé... Ah, ok, l'autre acteur. Je pensais que c'était elle qui était secondaire. Non, c'est ça, c'est le personnage principal du film. Le film tourne autour d'elle. Ah! Puis pour vrai, je trouve que Zac Efron est vraiment un bel ajout dans le film. Il est pas juste, oui, il faut l'acteur du premier dans le deuxième. Ouais. Non, il est intéressant pour vrai dans celui-là. Ah, ok, ok. Puis il pose une question fondamentale dans le film. Ah ouais? J'ai trouvé ça tellement drôle, puis je vais le compter. Dans le fond, Seth Rogen montre à Zac Efron comment genre faire cuire les pâtes. Puis là, il fait. L'autre le regarde, il dit mais pourquoi vous mettez des pâtes dans l'eau? Ben, pour qu'ils viennent molles. Mais ouais, mais si vous mettez des pâtes dans l'eau, ils viennent molles, mais pourquoi les œufs viennent durs? Là, t'es les deux comme. Ça tellement écœurant. Oh my god. J'ai tellement ri. Sinon, ok, là, je vais en ligne parce que j'ai quand même beaucoup de stock cette semaine, pour une fois. Ouais, tu t'améliores, mon disciple. Je suis allé voir avec ma copine La Belle et la Bête cette semaine. Ah, c'était pas le deuxième Fifty Shades of Grey, t'allais voir? Ah, Chris, non. Ma copine l'a écouté, hein, by the way, puis elle m'a dit que c'était vraiment mauvais. Puis elle avait aimé le 1. Oh! Ouais. Ma blonde n'a pas aimé ça. C'est ça, j'étais allé voir La Belle et la Bête. Écoute, moi j'avais pas d'attente. Je trouvais que le film avait l'air quand même de qualité, là, faut le dire. Mais tu sais, je me demande tout le temps que faire un remake d'un dessin animé, c'est-tu nécessaire? Mais tu sais, est-ce qu'un film l'est vraiment nécessaire? Je pense que oui. Ça, fait que je trouve que ça là. En tout cas. Admets-le que t'étais voir le film pour Emma Watson. Là. Ben, entre autres, c'était un argument de vente. Même, tu sais, ça fait jamais drôle ça que ça, en plus, cette fille-là. Non, mais sérieusement, je suis allé le voir avec ma copine, puis, écoute, d'ailleurs, je tiens à préciser qu'on est allé le voir à 7h. Ok. Puis, tu vas me dire, ok, c'est quoi le lien? Il t'avait de la princesse dans cette salle-là, madame. Oh, Oh! mon Dieu! Ah ouais? Il y avait du monde, c'était full, plein de petites filles avec des princesses. J'étais comme, moi, je suis à ma place. Moi. Ouais, mais c'est un des plus grands classiques de Disney. Ben oui, puis il y a sûrement beaucoup de mamans là-dedans qui ont fait, tu vous le montres ça à ma fille. Fait que... Mais sérieusement, moi, en termes de qualité, le film, là, visuellement, il est impressionnant, là, on va se le dire. C'est rare que ça l'est pas. Là. Puis au niveau du scénario, ils ont pris quelques libertés que moi ne m'ont pas dérangé, même au niveau des chansons. Moi, je suis allé l'écouter en français et il y a des paroles qui ont été modifiées parce que, dans le fond, il faut que ça fitte avec les lèvres. Mais Ouais. tu sais, autrement, à part deux, trois affaires, quelques différences, je trouvais dans l'ensemble vraiment le film bien pour elle. Ah, Mais ma conjointe qui était avec moi, ah t'es marié maintenant? je suis conjoint de fait. Ah, je sais pas. Bon, en tout cas, ça fait
Elle a détesté ce film. Comment ça? Ma blonde n'est pas une puriste dans la vie. Mais pour ce film-là, elle a grandi toute sa vie avec ce film-là. Avant même de rentrer, elle l'aimait pas. Puis elle, les libertés qu'ils ont pris, ce qu'ils ont changé, qu'ils ont modifié, ça l'a vraiment dérangé. Ok, puis il y a vraiment beaucoup de changements. Pas de temps, mais il y a des chansons qui ont été rajoutées. À un moment donné, la bête va chanter pendant comme 3 minutes, puis tout seul, puis c'est pas de même dans l'original. Il chante pas. Il chante la bête, mais il chante pas. Il n'y a pas son propre moment de chanson. Ok. Mais écoute, moi ça m'a pas dérangé, là. Mais je reconnaissais pas la tune, fait que tu vois que c'était. Puis je pense, elle m'est pas restée en mémoire, fait qu'elle était pas marquante non plus, là. Sinon, c'est tout ce que j'ai écouté côté film. Et là, côté série, je vais te donner un segue toi aussi pour que tu embarques avec moi. J'ai écouté je suis juste rendu à l'épisode 3 d'Iron Fist. T'es rendu à l'épisode 10. Je vais te donner mes avis en premier, puis je vais te laisser un peu aller après, ok? Ok. Moi, j'ai écouté les 3 premiers épisodes, comme je disais. Et moi, T'as personnellement. détesté. Non, vraiment pas, au contraire. Puis là, Ça va, Max? Non, mais je me demande, c'est moi qui n'ai pas d'esprit critique. Tu fiévreux? Mais je trouve que, c'est plus intéressant que Luke Cage. Ben oui. Luke Cage, le premier épisode était super bon, puis déjà après le deuxième, je trouvais que ça s'étirait. Mais. Hey shit, après 2 épisodes, ça étire. Là. Mais c'est sûr que je vais t'avouer qu'il n'y a vraiment pas d'action, puis j'ai l'impression que les 2 premiers épisodes tournent un peu en rond. Mais je me dis, ok, bah c'est une base, on avance, tout ça, c'est correct. Puis, mais j'ai trouvé ça quand même relativement très divertissant. Je comprends pas tout le bâchage que dessus. Il doit y avoir quelque chose que j'ai pas pigé, puis je suis pas rendu aussi loin que toi. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai besoin de me donner un avis. J'ai pas vu la série, donc je peux pas avoir un avis critique complet et on va faire une émission bientôt sur cette série-là. Ouais, c'est sûr. Mais en règle générale, c'est que chaque série avait la même base de structure. Et là, pour Iron Fist, c'était pas la même structure parce que chaque série avait une morale. Il y avait un message à travers la série. Et là, Iron Fist, ça apporte pas vraiment de morale, de message à la série. Mais la série avait déjà été cancellée une fois, en passant. Ah. Ouais, elle avait été cancellée. Elle était censée arriver après Daredevil, après saison 1, puis elle avait été cancellée, puis elle était remis. Ça explique pourquoi peut-être le projet était un peu chambranlant parce que à force on avance les épisodes, la série est intéressante, mais à certains moments il manque des éléments. Je dirais qu'il y a aussi des choses qui concordent pas super bien avec les autres séries du même univers. Parce que la ligne principale de la série, c'est pas un spoiler, c'est la main là, qu'on a pu voir quasiment dans toutes les séries de Marvel et Netflix. Et là, elle est comme représenté différemment qu'on l'a vu dans les autres séries. Et là, ça cause un peu un problème. Puis il y a une twist où je suis rendu à l'épisode 10 que ça vient augmenter la confusion sur la série. Le personnage en tant que tel est quand même bien représenté. Quelques petites différences avec son origine dans les comics. Mais en tant que tel, c'est quand même très fidèle. Comme je disais, il manque de saveur. Contrairement aux autres séries de Marvel de Netflix, il n'y a pas de méchant principal tout le long de la série. Dans chaque série dans Luke Cage, au début on avait le propriétaire du club qui était le méchant principal. Après c'était un autre méchant qui suivait, pour pas spoiler, je dirais pas c'est qui, mais dans la deuxième partie de la série il y a un autre méchant. Jessica Jones, c'est l'homme pourpre. Daredevil saison 1, c'est le Caïd. Ouais. Saison 2, c'est le Punisher. Et ainsi de suite. Mais dans le Iron Fist, c'est un élément qui est troublant de la série, c'est qu'ils mettent pas en force sur un méchant comme principal. C'est ça aussi qui est dégoûtant de la série. Ça vient créer quelques longueurs à certains moments. Mais j'étirerai pas trop sur mon opinion, mais ça pour dire que c'est quelques différences qu'on peut noter avec les autres séries. Est-ce que t'aimes ou t'aimes pas, là? J'aime. Je préfère elle à Luke Cage, même si Luke Cage j'ai quand même trouvé très bonne. Mais comme tu dis, il y a eu des étirements. Je pense pas qu'après 10 c'est étiré, mais je veux dire, il y a des éléments, surtout la fin de la série, qui était, je trouvais, pas mal un peu étiré. Mais... Ouais, surtout à la fin. Le Cage, là, tu ouais, parles? Ouais, à la fin, là, sacre. J'ai hâte de finir, là. Mais un film, je trouve qu'elle est quand même bonne. Un autre point négatif que j'avais lu sur la série, que je trouve quand même pas si pire, c'est les combats. Il disait que ça ressemblait pas à des combats de Kung Fu. Ça avait l'air plus chambranlant, moins chorégraphié. J'en ai pas vu beaucoup à date depuis 2 épisodes et demi. Non, mais la série débute lentement, mais il y a de plus en plus de combats au fur du temps, puis à un moment donné, il a ajouté ses habilités et tout ça. Moi, j'ai lu aussi que c'est à partir du 6e épisode que ça décolle vraiment. C'est vrai? Il me semble, ouais, je pense que c'est à partir du 6e. Je sais plus c'est quelle la 6e, mais je trouve que. À la moitié, tu le sens qu'il y en aurait. Les événements s'accélèrent, veux pas, parce qu'à un moment donné, la série doit finir. Tu penses qu'ils l'ont rushé pour Defender? Ben, j'ai l'impression que c'était comme pour conclure, pour permettre à Defender de commencer, puis c'est aussi parce que ça permet de faire les liens
Parce que dans la série d'Iron Fist, il y a toujours le Nick Fury de l'univers de Netflix, qui est Claire Temple, qui est l'infirmière qui relie tous les super-héros entre eux. Dans celle-là, je l'ai pas Oui, encore. ben, en fait, dans la série Luke Cage, à la fin, c'est là qu'il introduit Iron Fist, parce qu'elle prend un papier pour un cours de Kung Fu, puis la série finit de même. Puis dans Iron Fist, elle va dans une école pour apprendre le Kung Fu, puis c'est là qu'elle croise Iron Fist, voilà. Mais disons pas trop, parce que Je suis désolé, mais c'est pas un spoil parce que. Non, c'est correct. Mais tout ça pour dire qu'elle relie tout le monde, et c'est elle aussi qui va sûrement faire le lien, parce qu'elle en parle au fil des épisodes, qu'elle connaît plusieurs super-héros, et que l'ennemi de la. Parce que la main est comme l'ennemi central des séries, elle dit qu'elle est trop forte pour être battue par un seul homme, puis elle arrête pas de le répéter, donc j'ai comme l'impression que c'est elle qui va comme créer la team pour affronter la main. Et l'unité pour de bon. Donc j'ai comme l'impression que la fin de la série, ça va être ça. Elle va faire le lien entre les quatre. Parce qu'à un moment donné, elle dit qu'elle est comme tannée de feu puis elle veut se battre. Donc c'est ça. Puis j'en parlerai quand on va en reparler quand on va la critiquer parce que toi comme moi on n'a pas fini la série et on peut pas c'est une idée générale de la série tant qu'on l'a pas fini. Donc là c'est un gros étirage, mais là c'est à mon tour de parler. De continuer à parler. Ouais, vas-y. Comme chaque semaine, depuis plusieurs semaines, je suis la série de. Je m'en dis de Bones, mais c'est Bones. Je suis rendu à la saison 7, qui est courte, c'est une demi-saison de 13 épisodes. Parce qu'à la base, ils étaient censés arrêter à 7 saisons. Et après la 7e saison, ils ont décidé de relancer le tout. Et ça se sent dans la 7e saison, comme je le pressentais. On a l'impression que ça va se finir bien, happy ending, et vécu heureux beaucoup d'enfants. Je l'ai pas fini parce qu'à cause d'Iron Fist, ça a gobé un peu de mon temps et une de mes autres séries habituelles. Qu'il y en a plusieurs qui sont sur le point de se conclure, dont une que je vais parler après. Et c'est toujours très bon. J'ai l'impression que de temps en temps, il y a des épisodes qui viennent redondants sur les enquêtes. Des fois, il y a des enquêtes qu'on accroche beaucoup moins ou pas, qu'on a juste hâte de voir les personnages évoluer, non l'enquête. Des fois, ça me gosse pour ça, puis je finis par décrocher un peu, puis ça me gosse parce que je perds le fil de la série. Mais en termes général, c'est très bon. Je vais en faire une critique générale après la 7e saison parce que c'est ça que c'est censé conclure. Mais j'ai lu qu'ils ont comme réussi à la fin de la saison 7 de faire en sorte qu'il y ait une ouverture pour que ça continue. Okay. C'est la façon que ça s'aligne, ça finissait à la saison 7, mais là, d'après moi, dans les épisodes, ils savaient qu'ils voulaient faire une suite finalement, fait qu'ils ont changé un peu le scénario. Je suis pas encore rendu là, je suis rendu à la mi-saison 7, mais c'est toujours une très bonne série. Mais je vois qu'il tire la sauce, il commence à tirer la sauce, mais c'est très bon. Une autre série elle a fini cette semaine. La semaine passée en fait, et c'est une série que j'ai découvert. Je connaissais pas la série de films vraiment à la base, mais c'est basé dessus, et c'est la série Arme Fatale basée sur la série de films de même nom avec Mel Gibson comme acteur principal, et la série reprend les mêmes personnages dans le même univers. Et ces deux policiers, dans le fond, j'en ai déjà parlé, j'en reparle brièvement, qui sont obligés de travailler ensemble, qui ont des personnalités très opposées. Un a des problèmes cardiaques, qui est très sensible, et l'autre est méga dépressif parce qu'il vient de perdre sa femme. Et ils doivent s'entraider pour gérer la police à Los Angeles. Et là, la série a fini la semaine passée. Et c'est le genre de série, ok? Pourquoi j'en parle? C'est parce que moi, je me suis attaché. C'est pas peut-être le cas de tout le monde, mais moi, je me suis attaché au personnage, surtout au personnage qui était joué par Mel Gibson dans la série, parce qu'il sort des émotions. C'est une série très humoristique, mais à la fois très sombre. Et lui, il représente le côté sombre parce qu'il est dépressif, tout ça. Et il va tout à fait faire de l'humour, mais il y a des bouts qu'il y a des émotions, puis il ne sera pas sacrifié pour aider les autres. Et au dernier épisode, c'est là qu'on voit toute la profondeur de la qualité de la série avec les émotions. Ça est venu me chercher. Écoute, à la fin, j'avais des larmes, puis je shakeais, puis j'avais hâte de voir la suite. Parce que c'était tellement venu me chercher, j'en revenais pas. Là. C'est vraiment bon comme série. Puis j'ai hâte à la suite parce qu'ils ont annoncé une saison 2 finalement. Ouais, elle était renouvelée. Ouais, elle était renouvelée pour une saison 2. La série était très bien reçue. Et ça finit, puis t'es comme, oh mon Dieu, faut que je voie la suite. C'est pour ça que je l'écoute. Écoute, là, c'est vraiment bon. Moi, j'ai accroché du début. Ça a été. J'ai découvert ça par hasard, j'ai écouté, puis chaque semaine j'avais hâte d'écouter les épisodes. C'est une des rares séries que j'ai pas attendu les sous-titres à deux reprises pour l'écouter. J'ai écouté entièrement en anglais parce que je voulais pas attendre une journée de plus pour l'écouter, fait que je l'ai écouté sans les sous-titres. Et je regrette pas, c'est une très bonne série. Donc je voulais en parler parce que c'est rare que les séries viennent me chercher autant. Et celle-là, écoute, j'ai écouté la fin 2-3 fois, puis à chaque fois j'avais des émotions. C'est vraiment bon. Puis c'est une série qui est très humoristique, mais à la fois, c'est fou comment il réussit à faire le contraste entre les deux. Ça vient me chercher à chaque fois. Pour finir avec un film, parce qu'il n'y a pas juste des séries dans la vie, il y a des films. J'essaie toujours, je me laisse une moyenne d'au moins un film par semaine. Je trouve que c'est bien. Et cette semaine, j'ai écouté une nouveauté, Pourquoi lui? Avec Jim Franco et Bryan Cranston, deux gros acteurs du cinéma.
Dans le fond, c'est une comédie dans la sauce Seth Rogen, James Franco, où que, dans le fond, on suit un père de famille d'une famille straight, tout ça, qui est joué par Bryan Cranston, et qu'il y a une fille, et sa fille est à l'université, et là, elle a choisi de sortir avec James Franco, que le personnage en tant que tel est un multimillionnaire qui a gagné sa vie avec les jeux vidéo, et qui a une vie vraiment... farfelu, qui vit dans une maison reculée, qui a un élevage de daims, de poules, de lamas. Il y a des tatous partout sur le corps, il se tatoue le visage de tous ceux qu'il connaît, des trucs du genre. Il y a un valet garde du corps qui l'apprend à se battre. C'est vraiment particulier. Puis ses employés vivent chez lui. C'est vraiment what the fuck. Et c'est vraiment l'humour à la sauce Seth Rogen et James Franco. Tout le long, c'est de l'absurde total. À chaque fois, t'es comme, ben non, il peut pas faire plus que ça, c'est tellement absurde. Et là, c'est juste pour donner un exemple, c'est une petite scène à la fin, mais c'est pas un spoil, c'est juste le personnage principal, le père, un des personnages principaux, le père, lui et sa femme sont des fans finis de Kiss, puis ils en parlent tout le long du film. Là, à la fin, le personnage joué par James Franco, il se décide enfin à demander en mariage la fille de son père. Ouais, fais attention où tu t'en vas. Hein. Attention. Et là, tu sais, au début, il veut faire quelque chose de gros parce que c'est de l'argent, fait qu'il veut être sûr de la convaincre. Finalement, il change d'idée pendant 1 minute, mais son valet ne comprend pas. Il active un bouton, puis ça part comme de la musique. Puis t'as juste les 2 membres fondateurs de Kiss qui arrivent, puis commencent à chanter, puis c'est les vrais. C'est Jim Simon. Ils sont dans le film, à la fin du film, ils sont là, ils ont un petit rôle, puis c'est leur propre rôle, puis ils se mettent à chanter du Kiss. C'est hot, ça. Puis t'es comme, ben voyons donc voir qu'ils ont emmené dans le film juste pour une scène, là. T'es comme... Ah, ils font souvent ça. C'est comme des caméos de même, là, c'est cool. Mais ça me rappelait le caméo dans l'interview au début du film, quand James Franco... Avec Eminem. Eminem, puis il dit... Eminem was gay. 3 times. Attends, t'es en train de dire que t'es gay? Il fait, oui. Il fait, ben, toutes les chansons que j'ai faites, c'est parce que je suis gay. Il fait, attends, tu dis à tout le monde que t'es gay? Non, mais j'ai écouté cette scène-là comme 20 fois. C'est pour ça quand il se rend le détecteur dans le rectum. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire. En tout cas, c'est vraiment une bonne comédie à la sauce Seth Rogen et James Franco. J'adore leur humour. Des fois, ils poussent un peu trop loin. Je trouve que l'entrevue, c'était comme un peu limite dans le genre d'humour. Même si c'était très bon. Mais celui-là, c'est vraiment un bon film. Là, on est rendu au moment de l'actualité. Ouais. On a quand même du contenu cette semaine. Il y a des semaines, c'est peu, des fois plus. Et là, quand même, on a un bon dosage. Si tu me permets, je vais commencer. Vas-y. Ma première nouvelle, c'est sur Robert Downey Jr., connu actuellement pour jouer Iron Man, le sympathique super-héros protecteur de l'humanité et / New York. Et il a été annoncé récemment qu'il a rejoint le casting du reboot de Dr. Dolittle. À l'époque, joué par Eddie Murphy, qui a fait un très bon travail. Moi, j'avais adoré les 2 premiers films parce que je pense... Quand j'étais jeune, j'avais apprécié. Là. Moi, j'avais revu le 1... je pense que c'est cet été à la TV. Sans ils ont mis des vieux films, mais je l'avais appris 2, je me rappelle bien. J'avais écouté, j'avais trouvé bon. Moi, j'aime beaucoup les animaux, tout ça, puis j'avais aimé l'esprit du film. Je pense qu'ils sont rendus jusqu'à 5 films avec sa fille. Ouais. Qui ont changé 2 fois l'actrice. Il y a eu 2 films d'attitude. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme le Roi Scorpion, là. Mais tout ça pour dire qu'il a rejoint le casting et il reprend le rôle de Eddie Murphy en tant que le vétérinaire qui peut entendre et parler aux animaux. Donc, on dit de faire un reboot. Il va garder l'essence de... Je trouve ça weird, Robert Downey Jr. là-dedans. Je le vois fitter en plus. Tu sais, il a une personnalité forte, très humoristique. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Surtout qu'il peut être aussi très bête. Parce qu'Eddie Murphy est très drôle, mais aussi il y a des moments qui est très bête. Quand il se pogne au début avec les animaux, où il nie le fait qu'il comprend les animaux au début, puis il est comme pas content. Je pense qu'il pourrait faire quelque chose d'intéressant. C'est spécial, pareil, qu'en faisant un reboot, ils ont voulu comme changer l'aspect du personnage principal, qui était dans le fond un Afro-Américain. Et là, ils prennent un blanc. Ils veulent comme vraiment se détacher de l'origine. Il s'est pas annoncé. C'est pas bien grave. Là. Ils n'ont pas annoncé si ça allait avoir un caméo de Eddie Murphy. Le projet est encore en développement, mais ça pourrait être bien. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait un caméo, un peu comme avec les Ghostbusters, que chaque membre original des Ghostbusters a fait un caméo. J'aimerais bien voir, à un moment donné, je sais pas, une scène où que Robert Downey Jr. il fait une opération sur un animal, puis là, il y a de la misère, puis t'as juste Eddie Murphy qui arrive pour l'aider. Verra bien. Moi, je trouve ça intéressant. En tout cas, c'est une belle nouvelle, parce que c'est un film qui m'avait marqué dans mon enfance. Ma prochaine nouvelle, c'est une nouvelle plus anecdotique. Mais quand même importante. Elle est quand même importante. C'est au sujet du nouveau film Power Rangers qui est au cinéma. Qui se fait laver en ce moment. Qui se fait laver. Il était au dernier moment que j'ai regardé, il était à 46% sur Metacritic. Ouais. Je m'y attendais un peu. Surtout qu'il était très attendu. C'est au sujet de dans la team des Power Rangers, il y a une femme.
Et c'est la première fois qu'à l'écran au cinéma, il y a une super-héroïne homosexuelle. Et c'est joué par le Power Rangers, dans le fond, c'est le jaune, Trini. Le personnage est homosexuel, puis c'est une première, puis c'est revenu dans les nouvelles parce que c'est du jamais vu. On n'est pas habitué de voir des personnages. C'est la première fois des super-héros. Il y en a qui pensaient que les Power Rangers ne sont pas des super-héros, même toi, t'étais C'est sûr. ça, je doutais un peu, mais ça fait pareil, là. C'est juste, nous, on est habitué dans Superman, dans notre tête, c'est Marvel DC, mais il existe d'autres. Ouais, mais je le vois un peu comme les Transformers avec avec du monde dedans. Ouais, on peut voir ça un peu du même genre. Transformers, c'est pas un film de super-héros. Hmm. On peut pas tout catégoriser. Non, c'est vrai. On peut pas dire super-héros, mais tout ça pour dire que c'est considéré comme des super-héros. Et le personnage est lesbienne. Donc c'est important de dire parce que c'est une première fois de l'histoire. Un peu comme Wonder Woman va faire le premier film sur une super-héroïne principale. Là, on a la première super-héroïne lesbienne au cinéma. Et dans Belle et la Bête, le faux est le premier personnage homosexuel aussi, qui est en amour avec Gaston, là, qui est comme le mâle alpha du film. Ouais. Puis écoute, je dirais que peut-être le seul problème, c'est qu'il met peut-être l'emphase trop sur le fait qu'il est gay, là, mais sinon, ça passe super bien. Puis c'est la première fois que Disney faisait ça. Ah. D'accord. On applaudit. Ah oui, applaudit. Ah. Alright. Ça, c'est la lettre. Là, on va rentrer dans une nouvelle que je suis très content. C'est encore des super-héros. Mais c'est pas officiel encore. C'est pas officiel, c'est C'est en rumeur. en rumeur, mais c'est une rumeur persistante, comme on appelle. Et c'est pour le prochain Man of Steel 2, qui est dans le fond la suite du premier, qui est le film sur Superman, un super-héros que tu adores. Et que Ouais, je l'aime, là. Je sais pas, mais je l'aime, là. tu préfères celui-là à Superman le Return en 2005. Là. Ouais, absolument. Ah, écoute, Man of Steel, je l'ai pas. Je le dis tout le temps, je l'ai pas, ce Ouais. film-là. c'est le premier de l'univers de DC, celui qui a parti le bal. T'aurais pu être pire, d'accord. Ben, le pire, c'est qu'à la base, ils devaient commencer avec Green Lantern, puis finalement, ils ont recommencé à zéro. Ils ont voulu partir sur une meilleure note. Puis même encore, Man of Steel, ça va te ramasser pareil. Ouais, en tout cas, ça pour dire que la nouvelle, c'est que là, il parle du deuxième. Le projet était plus ou moins flou. Il n'y avait pas encore d'éléments importants, outre le fait que l'acteur revenait en tant que Superman. Et là, la rumeur dit que le réalisateur qui a été choisi, ce serait, qui est en négociation, c'est Matthew Vogue, et que c'est lui qui a réalisé Kick-Ass, Kingsman et X-Men First Class. 3 très bons films. 3 très bons films, dont First Class qui est comme relancé la série X-Men qui a été vraiment très bien reçue. Kingsman qui a été une découverte, qui est basé lui aussi sur des comics. Et Kick-Ass qui est aussi basé sur des comics, qui a été vraiment apprécié du public. Donc c'est un très bon réalisateur, je suis content. Étant donné qu'il y a dans l'univers DC, des fois ils reprennent des réalisateurs ou des scénaristes qui sont pas toujours bons. Comme là, ils veulent reprendre le scénariste. Batman, c'est le même scénariste que Batman vs Superman. Donc ça fait un peu peur. Mais là, ils veulent prendre un élément fort pour comme... Je pense comme redonner de l'énergie à l'univers des DC. Surtout que là, ils planifient de plus en plus de films dans l'univers. Ouais. Ça vient très gros. Il y en annonce plein, mais il n'y en a aucun qui atteint les quotas de qualité normales. En tout cas. Je le sais, je le répète à chaque fois, mais tu sais, ils tentent de rattraper leur retard. Ouais. C'est aussi bien de prendre ton temps pour faire des films de qualité. Ouais. Un coup qu'ils vont avoir leur recette, là, eux autres. Là. Ah, écoute. Ben là, ils ont pris un peu une petite pincée de Marvel, ils l'ont mis dedans. Puis Il y a un peu d'humour, là. Ah, c'est quoi, tout ça, là? Ah, ben, même dans la bande-annonce de Justice League, il y avait un peu d'humour, là. Tu sais. Ouais, ben... Ça faisait du bien. À la fin, moi, je me rappelle toujours cette citation-là, un peu comme dis-moi, est-ce que tu peux saigner à Superman dans Justice League? C'est Arthur Curry. À ce qui paraît, tu peux parler aux poissons. Là, il sourit, là. Il y a des bons gags. Parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'était ma nouvelle sur Man of Steel 2. C'est un film que j'attends parce que le 1 était une découverte. Pour moi, Superman, c'est pas un héros qui me passionne. Je le trouve intéressant, mais il m'a jamais tellement accroché. J'avais adoré sa série sur à Smallville. Il m'a fait découvrir le personnage. Je sais pas, t'as des frissons, là. C'était mauvais. Ben, comme un peu pour plusieurs séries, on va pas dans ma chronique Zone Cinéma, mais c'est quand ils tirent trop la sauce. À la base, Smallville, c'est censé être 5 saisons. Et après 5 saisons, on décide on continue, puis on fait 10 saisons. Ouais. Puis on voit qu'à la fin, c'est tiré. Même au début, je trouvais ça assez tiré. Surtout aussi que l'acteur, il voulait pas mettre le costume de Superman. Chris, tu vois-tu? Hein? Il aurait dû, hein? Il n'y a plus de carrière. Deal with it. Ben, il a joué dans Mon chat à la douzaine 1 et 2, là. Ça a quoi, 10 ans? Plus ou moins. Mais non, il n'y a pas une grosse carrière depuis. Mais il avait été pressenti pour jouer dans le film Superman Return en plus. Oui, c'est vrai. Puis finalement, il n'a pas été pris. Ben, Il a bien fait. petite parenthèse sur lui, il y a des rumeurs persistantes de plus en plus qui feraient une apparition dans la série Supergirl. Parce que depuis la saison 1, la série va chercher plein d'acteurs et d'actrices de toutes les séries de Superman. Ouais. Et là, ils ont pas encore touché la série Smallville, mais selon les rumeurs, ce serait la prochaine étape.
Parce que là, ils ont pris Lois Lane et Superman de plusieurs films et séries qu'il y a eu. Et là, il y en a qui disent que ce serait le prochain. Puis même, il y avait des rumeurs qui disaient que c'est lui qui allait faire Superman dans la série. Finalement, c'était pas lui. Mais qu'il y a des rumeurs persistantes. Puis même lui, il a dit qu'il serait pas contre l'idée. Donc, c'est pas officiel. Mais c'était ma nouvelle sur Man of Steel 2. J'espère beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'ils ont déjà sorti trois des plus gros méchants de Superman à date dans l'univers. On a eu le droit à Doomsday, Lex Luthor et Zod, qui est trois des plus gros. Donc, je me demande où ils vont pêcher leur... Superman doit avoir un million de méchants. Surtout que l'autre méchant principal, il va être utilisé pour Justice League, qui est Darkseid, qui est un méchant de Superman à la base. Donc là, je commence à me demander quels gros éléments qui restent à Man of Steel. On verra bien. On verra bien. Écoute, c'était ma nouvelle. Là. Je te relance. Toi, qu'est-ce qui attire ton attention? Ben moi, ça va être pas mal plus court que toi. Parce que, non, sérieusement, je te taquine, mais je vais parler de la Matrix. La Matrix, dans le fond, va annoncer un nouveau film. Et là, l'Internet a chialé en disant « Ah, il faut pas un nouveau film sur la Matrix, il a pas le droit, non, non, non. » Finalement, c'est pas une suite et ni un reboot. C'est un film dans l'univers de la Matrix. Dans le fond, je pense, si j'ai bien compris, si ça va se passer en même temps que... Tu vois pas que c'est une préquelle? Non, ça se passe en même temps que les 3 premiers films. What? Ouais. Fait que, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, puis ils promettent de pas de savoir, puis ça sera pas les frères Chazowski qui vont le faire, ou les sœurs maintenant, sont dit des sœurs. Là. Bref. Mais, non, c'est correct, on devrait. Ouais. J'avoue que c'est surprenant. Là. Je serais curieux de voir si Keanu Reeves va revenir pour jouer Neo. Pense pas. Non. Pense pas. Quoique. Ça me fait penser, il y avait sorti un jeu sur Xbox et PS2 à l'époque de la Matrice. Et c'est un jeu qui se passait entre le. Je pense que c'est le premier et le deuxième film. C'est-tu le fait avec les couettes sur la tête? La fille noire avec des couettes, là? Ouais. C'est ça, ouais. Ah, c'était mauvais, hein? Ben, j'avais bien aimé le principe que tu peux faire les ralentis. Ouais, pauvre Mathieu. Je sais que tu t'aimes rien, Max, dans la vie. Mais là, c'était pas bon, là. J'ai jamais fait des jeux, fait que je peux pas. Les caméras, je me rappelle, tu pouvais voir ça, la poutre ou la poutre. C'était malade. Moi, ce que j'aimais du jeu, c'est les ralentis. Tu pouvais faire des combats de tir, puis c'était au ralenti, tu voyais les balles. Mais il y aurait tellement un potentiel immense à faire des jeux là-dessus. Peut-être avec les nouveaux films. Ça pour dire qu'ils ont déjà exploré l'univers étendu, si on peut dire, de la Matrice. Dans ce jeu-là, j'ai trouvé l'histoire intéressante, parce que ça se passe entre les deux. Je me rappelle plus l'histoire. Elle était quand même intéressante, c'est avec elle, puis aussi un autre personnage secondaire des films qui était, si j'ai oublié son nom, mais c'est un asiatique, là, qui est dans un des équipages, je sais plus c'est quel, bref. Et c'était ces deux personnages-là qu'on suivait, on peut jouer à 2 joueurs. Ça pour dire que l'univers est utilisé. Puis si vous achetez le coffret de la Matrice, je sais pas si tu as déjà le coffret, tu as un 4e CD qui c'est plein de films d'animation dans l'univers de la Matrice. Il y a genre plein de petits films, je pense qu'il y en a 8. C'est Animatrix? Animatrix, je pense que c'est ça. C'était fou, ça. Ah, c'était vraiment bon. Puis ça explorait l'univers étendu de la Matrice. Ouais. Il y avait beaucoup de potentiel. C'était vraiment bon, ça. Puis j'avais vraiment adoré. Il y en a un qui m'avait marqué. Ça se passait comme. C'était en manga, là, je pense. Ouais, ça se passait genre au Japon. Puis là, on suivait des jeunes qui se promenaient dans des places délabrées. Puis on y avait trouvé une faille dans le système. Puis ils pouvaient comme voler, puis sauter. Puis les objets revolaient. Puis là, à un moment donné, il y a comme t'avais comme des agents Smith qui arrivaient. Puis ils fermaient la faille, tout ça. Puis ils effaçaient la mémoire. Puis ils rebootaient le système. À la fin, ça rebootait, puis c'était comme. Pourtant, je me retape à mener les 3 films, là, ça serait vraiment à réécouter. Je me suis retapé le 3, il jouait, j'en ai parlé il y a quelques semaines, là, puis comme j'ai dit, les effets avaient mal vieilli, mais l'histoire était toujours si bonne. Mais c'est des classiques, là. La Matrice. Moi, j'aimerais ça écouter le 2, je trouvais que c'est le plus intense dans les actions. Là. La scène d'autoroute qui avait coûté très cher à l'époque à faire. Ouais, très très cher. était... Ça, vraiment, c'est une autoroute, hein. Ouais, je sais, c'est vraiment une C'est ça qui est fou. Ouais. En tout cas, je vais continuer. Ouais, vas-y. Sinon, on va se tendre. Venom sortira le 5 octobre 2018. Parce que oui, vu qu'Aquaman était repoussé, Venom a pris la date du 5 octobre 2018. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, Venom, ben, c'est le spin-off de Spider-Man qui ça. pue là. Mais c'est pas confirmé qu'il va faire partie de l'univers de MCU. Exactement. Fait que dans le fond, c'était à voir. Dans le fond, fait qu'on sait pas si peut-être il va y avoir des liens, est-ce qu'ils vont l'incorporer? Parce qu'en même temps, Venom, est-ce qu'à lui, tout seul, il peut vivre? Vivre? Ouais. Il a besoin d'un être humain pour vivre. Non, mais sérieusement, y a-tu de quoi faire autour de lui sans... Ben oui, Venom est considéré comme le méchant le plus... charismatique, autant de Spider-Man. C'est le deuxième méchant le plus apprécié de Spider-Man, le premier étant Norman Osborn, qui est son némésis. Non, je vais faire Venom. Et Venom, c'est un peu comme le Bane de Batman. Et il y a une histoire très développée parce qu'au fil des comics, ils ont rendu son histoire de plus en plus complexe en développant son histoire, en essence que Venom a un fils qui est Carnage. Et Carnage a eu un fils qui est... là, j'ai un blanc sur son fils parce que c'est le moins connu. Bref, il y a un fils aussi. Et ils ont aussi des clones. Et dans le fond, on apprend beaucoup sur ça. C'est une symbiote. C'est une créature qui se nourrit de l'humain pour vivre. Et il peut pas nécessairement être méchant. Il peut être gentil aussi. C'est arrivé quelques fois dans les comics. Et là, il n'y a aucune confirmation. Mais je sais pas si c'est un film basé sur un héros ou sur un méchant. Mais les deux sont possibles avec Venom. Et il y a du potentiel. Le seul problème, c'est que sans Spider-Man,
j'ai de la misère à voir qu'est-ce qu'il peut faire sans. Le seul autre élément que je vois avec Venom, c'est relié avec le Shield. Dans les comics récents, ils ont relié Venom au Shield comme agent du Shield. Ouais, mais si ça rentre pas dans les MCU. Non, c'est ça. Donc je me demande où ils vont aller. Je pense que ça va être original. C'est Ça Sony. fait longtemps que c'était annoncé, ce projet-là, puis ça vient de commencer à se développer. Là. Ouais, puis Sony en parlait depuis longtemps. Quand ils s'occupaient de la nouvelle trilogie Spider-Man, ils disaient que c'était leur premier spin-off, puis ils tenaient à faire un spin-off sur Venom. Ça fait des années que Sony veut faire un projet avec Venom parce qu'ils s'avaient battu à l'époque pour Spider-Man 3. Puis malheureusement, ça avait chié dans la pelle parce que Sam Raimi ne voulait pas Venom dans son film. Et il l'a incorporé, il l'a scrappé aussi. Là, autant qu'il a fait des 2 bons films avant, il l'a scrappé Venom là-dedans. Puis ça fait, même dans la nouvelle trilogie qu'il y avait eu avec Andrew Garfield, on parlait que dans le 3e, ça allait être Venom pour être comme un méchant badass. Finalement, c'est mort dans l'œuf. Fait que, en tout cas, on va voir. Moi, je suis down, mais je suis vraiment intrigué dans quelle direction il va aller avec Venom. Moi aussi, parce qu'il y a plusieurs possibilités, mais ils peuvent prendre plus de liberté, je pense, avec ça. Là. Oui, ils peuvent prendre plus de liberté, mais il faut. Je sais pas s'ils vont faire un film style un peu comme les 4 Fantastiques, en dehors de l'univers de Marvel, en s'inspirant, mais en faisant leur propre version. Les 4 Fantastiques de le dernier film, il était censé incorporer l'univers des X-Men. Finalement, c'est mort, parce que c'était pas bon. Sinon, je vais embarquer à ma dernière nouvelle rapidement. On a eu un premier teaser de Pixar sur le film Coco. Coco! Qui est un film qui se passe comme tu sais, le Mexique qui fait de la guitare avec des tacos. Non, j'exagère, c'est ultra raciste mon affaire. Mais ça semble sur l'univers. Dans le fond, il y a comme un univers des morts autour, mais c'est basé sur les mythes mexicains. Oui, c'est ça. Ça a l'air super intéressant. Dans le fond, c'est un enfant qui a perdu son père jeune et a réussi à trouver sa guitare. Et la guitare a perdu à son père. En la touchant, il rejoint le monde des morts. Je pense pas qu'il est mort, le personnage, mais il rejoint le monde des morts. Et dans le fond, le film va tourner autour de ça. Puis écoute, visuellement, c'est incroyable. C'est super beau. À la fin de l'annonce, on voit la ville des morts et c'est à couper le souffle. Sérieusement, là, GG, Pixar. Mais Pixar, c'est des brutes en termes de films d'animation de qualité. Et je sais pas si tu savais, mais Pixar a été créé à la base par Steve Jobs. Oh, oui, puis je pense est-ce que George Lucas avait eu les mains là-dedans aussi? Oui, il s'occupait des effets spéciaux. Ouais, c'est ça. Puis finalement, ils ont vendu ça à Disney. Quand Steve Jobs est retourné dans sa compagnie d'emploi. Il avait regretté, Steve. Ouais, il a déjà dit qu'il avait regretté son projet. Il avait sorti Lafayette, ça, je pense. Oui, tu l'avais dit à sorti Lafayette. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, on va aller du hors-sujet. Ouais, on va dans le hors-sujet. Et là, comme chaque semaine, t'as beaucoup de ça à dire dans l'hors-sujet. J'ai une petite affaire. Tu me l'as signalé, ça va prendre 30 secondes. Ça me Rambo 6 Vegas. Non. On n'est plus en 2007. Je vais te parler de Lumo, qui était le jeu gratuit du mois sur PlayStation. Qui est un jeu de puzzle. En fait, cette semaine, j'ai eu le temps de jouer un peu. Puis, j'aime ça les jeux de puzzle, mais celui-là, j'étais comme... Oh, c'est un autre jeu indie, puzzle. J'étais hyper méprisant en plus, mon affaire. Puis, dans le fond, j'ai trouvé ça super le fun. Dans le fond, c'est comme chaque pièce est une énigme. Pas nécessairement chaque pièce, mais c'est comme tu vas rentrer. Chaque pièce est un ensemble. Alors, quand tu regardes ta carte, il y a un mini téléchargement à chaque carte, à chaque pièce. Puis dans le fond, il va y avoir des ennemis qui vont tourner autour de ça. Ton personnage ne peut pas sauter au début. Des fois, il va voir. C'est super coloré, tu sais. C'est vraiment. C'est un petit jeu. Écoutez, si vous n'avez pas eu la chance, il est gratuit ce mois-ci sur PlayStation Plus. Do it. Je pense que je vais le prendre. J'aime ça les jeux de puzzle. Moi, j'adore ça. Fait que moi, c'est tout. Oui. Ok, à mon tour, dans leur sujet, ça faisait 2 semaines que j'avais rien. Ouais. Là, j'ai dit, ok, là, c'est assez. Je vais mettre de quoi dans le sujet. Fait que j'ai 2 choses. Premièrement, je vais parler d'un jeu que j'ai déjà parlé qui est For Honor. Je joue occasionnellement de temps en temps avec soit toi, Max, ou mon ami Jérémy. Et cette semaine, c'est avec mon ami Jérémy que j'ai joué pour la première fois ensemble sur la même, en ligne. Et j'ai pu essayer le nouveau mode match à mort. Qui dans le fond, c'est un mode où on est en team. Et que, dans le fond, à chaque fois qu'on tue un ennemi, on gagne des points de score. Et quand on arrive à un certain seuil, l'ennemi est en déroute et là, on doit les achever. Un peu comme le Dominion, où on avait une map qui fait contrôler des points. Là, il n'y a pas des points contrôlés, c'est le nombre de kills qui comptent pour gagner. Et c'est vraiment le fun, parce que c'est comme des maps ouvertes. Et on va d'un bord et de l'autre, puis on peut être tout seul. On peut se retrouver comme du 4 contre 1, puis là, on part en courant. Et c'est vraiment intéressant, où on arrive, puis il y a un duel, puis on arrive en plein duel, puis on achève le gars à la place de l'autre, dans son dos, en le transperçant avec une lame.
J'ai bien aimé ça. J'ai essayé tous les modes, évidemment. Plus je travaille plus je joue avec le jeu, plus que je le comprends mieux. J'ai fait aussi j'ai fini le premier. Campagne? La première campagne, c'est sur les chevaliers. À 2 ou ça? À 2. J'ai bien aimé ça. Je trouve que ce qui est particulier, c'est que la campagne est censée être un tutoriel, mais ne permet pas de jouer avec tous les bonhommes pendant le tutoriel. Pendant la campagne. Parce que dans les chevaliers, on joue avec 3 classes sur les 5. Donc ça permet pas d'essayer toutes les classes. Il n'y a pas 4 classes? Il y a 5 classes par team. Non, c'est 4. Non? Le chevalier, t'as l'assassin, t'as le bouclier, t'as Ah, 4, ouais, t'as raison, 4. Ok, tu m'as mis un doute, mais. Ah, moi aussi, tu me mets en doute. Mais Bref, les nouveaux arrivent bientôt. ouais, Ils ont ouais déjà leaké. Fait. Ouais, ça a déjà été leaké. Bref, en fait, non, c'est ça, on peut pas jouer toutes les. Les personnages. Ouais, mais son histoire est intéressante. Je pensais qu'elle n'avait pas été si profonde que ça, mais Il y a quand même un petit. à force du temps, l'histoire devient de plus en plus profonde quand on avance dans les chapitres. Et à la fin, c'est comme très philosophique. J'ai bien aimé la fin du chapitre des Chevaliers parce que le héros se remet en doute. Puis comme non, ça marche pas, moi je suis là pour la justice et la liberté. Puis il pitch son insigne, puis il s'en va. Puis c'est vraiment, je pensais pas que ça allait être aussi bien fait pour l'histoire. C'est un jeu qui est axé multijoueur, mais ils ont aussi à tenter une petite histoire intéressante autour de ça. Je vais m'attarder bientôt sur l'histoire des Vikings, qui est le chapitre 2. Sinon, le mode en ligne, c'est vraiment le fun. C'est dynamique. Il y a vraiment une communauté qui est en train de se créer autour de ce jeu-là. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir dès les 2 premières semaines du jeu. Mais la communauté, souvent, il y a une communauté qui va se créer puis qui va durer. Puis je pense que ça va faire comme Rainbow Six. Elle va grossir au fil des années parce que le jeu va s'améliorer au fil des années. Ben oui. Mais je te dirais que le matchmaking est à revoir dans ce jeu-là. C'est vraiment ça, je pense, le problème principal. Là. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Là. C'est quand t'arrives des niveaux 5, t'as genre 1 heure de jeu, puis t'as l'autre gars qui est niveau. Qui a genre 60 heures de jeu, c'est ça, tu vas manger une volée. C'est un débalancement, mais c'est encore drôle parce que des fois on affronte des bonhommes qui sont genre prestige 20. Puis ils se font manger une volée. T'es but en 2 secondes, t'es comme, mais voyons donc. Puis Ouais, c'est ça, même Rainbow Six, c'est la même affaire. Mais ce que je donnerais comme qualité à For Honor, c'est qu'il y a le mérite que chaque personnage a vraiment moyen de le jouer de différentes façons. Il y a toutes des facettes, puis il y a moyen de pouvoir les maîtriser mieux encore qu'on les maîtrise. Plus tu joues, plus t'es connais. En tout cas, je trouve ça vraiment. Non, je suis d'accord. Je trouve que c'est vraiment poussé, puis je trouve ça. C'est un jeu vraiment intéressant, unique en son genre, c'est pour ça que je l'ai acheté puis j'y joue. Puis Ghost Recon, finalement, t'as laissé tomber? Pour l'instant, c'est pas dans mon budget, je peux pas me le permettre. Ok, c'est juste une question de sous. Ouais, parce qu'au prix qui coûte 80$ pour un jeu, Je te comprends. je trouve ça Comme intense. moi avec Mass Effect demain. Ouais, que tu auras porté l'idée. Mais j'aimerais ça y jouer. L'autre jour, je passais au Best Buy. Je suis allé au Best Buy à Laval. Je sais pas si tu déjà allé ce Best Buy-là, parenthèse comme ça. Et je l'ai trouvé vraiment plus dynamique que le Best Buy à Saint-Jérôme. Il était vraiment plus nice. Et je suis dans le coin des jeux vidéo. Et là, j'étais comme, ok, mais je veux tous ces jeux qui sont là. Il y a plein de jeux qui me tentaient. Mais quand un jeu coûte 80$, Ben, ça vient cher. ça fait sur le portefeuille. Là, hein. Non, je suis d'accord avec toi. Donc, tu t'attends qu'il baisse de prix. D'ailleurs, j'ai été surpris, mais Watch Dogs 2 est déjà baissé de prix. Oh, ben, il est souvent en spécial, en tout cas. Là, Watch Dogs 2 est rendu à 59,99$. Moi, je l'avais payé à plein prix quand il était sorti. Je l'ai payé 49. Ah, Au ok. Boxing Day, par exemple. Ah, ok. Moi, je l'avais payé à plein prix. Bref, c'était ma petite anecdote. Mais c'est un bon jeu. Ouais, c'est un bon C'est jeu. un bon jeu. J'ai adoré, j'ai beaucoup plus apprécié le deuxième que le premier. On en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est un très bon jeu. Et ma dernière nouvelle, dernière chose que je vais parler dans leur sujet, c'est une émission que j'ai découvert l'année passée, Mhm. mais que c'est à partir de cette année, en fait, je dirais après un peu avant Noël, que je me suis mis à l'écouter vraiment beaucoup, cette émission-là. Et dans le fond, c'est l'émission à la semaine prochaine. À chaque année, depuis je pense 3-4 ans, ils font une spéciale au jour de l'an qui s'appelle à l'année prochaine, qui est diffusée à la TV. Et à la base, c'est une émission de radiophonique qui est diffusée chaque samedi à midi et qu'on peut l'écouter en ligne en balado-diffusion. Et dans le fond, c'est 4 comédiens, imitateurs, humoristes qui, ensemble, vont imiter les personnalités de notre actualité du Québec ou de l'extérieur, oui, et aussi des personnages pour compléter le tout, pour nous parler de l'actualité. C'est une manière vraiment intéressante parce que pour ceux qui ne suivent pas l'actualité ou qui trouvent ça en dormant d'écouter les nouvelles, avec ce genre d'émission-là, eh bien, on a un résumé global de l'actualité de la semaine
en passant un bon moment, en riant beaucoup, et aussi en ayant une vision différente. Exemple, mettons, il y a, je sais pas moi, il y a un scandale, et là, ben, à l'émission, il y a un scandale sur Denis Coderre, puis tu as Denis Coderre qui est là, imité par un des 4 imitateurs. L'imitateur qui imite Denis Coderre à l'émission, c'est Pierre Verville, qui est reconnu au Québec pour être un des plus grands imitateurs. Et là, il va arriver, il va jaser avec l'animateur, il va dire plein de conneries, puis il va repartir. L'émission aussi comprend comme animateur Philippe Lagui. Aussi, il y a une femme dans l'équipe qui est Michel Deslauriers, qui est reconnue au Québec comme la plus grande imitatrice au Québec. Et l'humoriste, maintenant aussi imitateur, Dominique Paquette, très drôle et très bon. Et ensemble, vraiment, écoute, j'ai écouté tantôt le dernier épisode. Il me manque 20 minutes à écouter parce que c'est 1 heure l'épisode. Et c'est vraiment bon. Mais c'est juste. Est-ce que tu ris beaucoup? Ah, je lis beaucoup. Il faut connaître un peu l'actualité. Il faut que tu connaisses les gens qui imitent. Tu sais pas c'est qui Denis Coderre, c'est pas c'est qui. Tu sors pas souvent. Tu sais pas c'est qui Pauline Marois, Denis Coderre. Tu sais, les chefs des partis, les ministres, les célébrités du Québec, genre Guillaume le Métis-Vierge, Éric Lapointe. Tu sais pas c'est qui. Mais maintenant, c'est qui imite Denis Coderre? Denis Coderre, c'est Pierre Merville qui imite Denis Coderre, puis il le rend bien parce que c'est aussi que ces 4-là aussi font les voix à Duc à la Flaque et ils reprennent la plupart de leurs personnages, dont Denis Coderre qui est imité par Pierre Merville. Entre autres, mettons, Michel Deslauriers va imiter Pauline Marois, Dominique Paquette va imiter le pape François Ier. Il va aussi imiter le premier ministre de la Chine, M. Xi Jinping, Monsieur Shipping. Je sais pas c'est qui. C'est le président de la Chine. Okay. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un personnage extérieur du Canada, c'est souvent Dominique Paquette qui va le faire parce qu'il peut s'amuser à faire des voix. Pour le ministre de la Chine, il fait un gros accent chinois. Pour le pape François, il fait une voix un peu aiguë avec un accent genre italien. Puis Philippe Lagui, il est reconnu pour faire Guy Lepage. Il va faire aussi Ron Fournier. Et ensemble, ils vont vraiment faire l'activité. Puis c'est vraiment bon. Comme il y a eu la tempête cette semaine. Et là, je m'attendais à ce qu'il y ait un sketch. Et là, un des personnages, il y a un personnage que lui, il s'occupe de dire les conditions routières, mais c'est des fausses conditions routières. Et à la fin, il dit tout le temps une morale. Il dit tout est bien beau, ces conditions routières en ce moment, sauf sur la 13, c'est bouché. La 13, c'est aussi le chiffre de temps qu'il prend pour venir vous déprendre de la route. Un petit clin d'œil à la tempête. Puis on fait d'autres références aussi tout le long de l'émission. C'est vraiment très bien. Souvent, ils viennent aussi nous. C'est très humoristique, mais c'est le genre d'émission un peu comme dire à l'attaque, nous fait poser des questions sur notre politique, sur notre société, parce qu'on rit de ça, mais en même temps, il y a un message de ça, de comprendre qu'il y a des choses qui marchent pas, parce que si on rit de ça, c'est parce que ça marche pas, je veux dire. Même Infoman aussi, c'est une autre émission du même genre, que lui va prendre l'actualité, il va juste montrer les travers de l'actualité. Ben, c'est tellement drôle. Ah, c'est le même principe, je veux dire. C'est bon, mais en même temps, il faut réaliser qu'il y a de quoi abandonner de ça, puis c'est vraiment bon. Puis je vais en parler parce que je veux faire connaître l'émission à mon entourage. J'en ai déjà parlé à quelques-uns de mes amis, mais je voulais le faire découvrir au monde. Donc c'était mon dernier sujet que je voulais parler cette semaine. Et là, sans plus attendre, on va entrer dans la zone cinéma. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est du côté de la zone cinéma. Comme chaque semaine, cette chronique nous permet d'approfondir un sujet, créer un débat, parler d'un film, d'une série, quelque chose qu'on a besoin de parler parce que c'est important, qui fait partie de l'univers du cinéma, ou de parler des galas de films qu'on a déjà fait comme les Oscars. Donc ici, c'est vraiment pour approfondir le cinéma, pour vraiment faire une critique plus de fond de quelque chose autre que les films qu'on fait d'habitude. Donc, cette semaine, moi, je vais lancer un débat. T'en as lancé un la semaine passée, et ça m'a fait réfléchir. Et là, cette semaine, j'ai un débat sur... tu me parais à chaque fois que je te regarde. Et sur les séries TV. Je suis si laide que ça. Non. On a souvent des discussions hors ondes de notre émission sur les séries TV. On a des opinions un peu diverses à ce sujet. Parce qu'il y a différents types de séries, on s'entend, mais aussi différents types de longueurs de séries. Et certaines séries, ça marche, d'autres non. Et c'est la durée qui peut poser problème. Toi, t'aimes bien assez critique. Là-dessus, je vais te laisser commencer pour qu'on comprenne le problème. Je sais pas, dépourvu, Max. Oui, un peu. Ben, je veux savoir, dans le fond, je vais te mettre en contexte parce que je veux pas te déstabiliser. Mais tu trouves que les séries de. Parce que les séries américaines, généralement, les grosses séries américaines ont 22 épisodes par saison d'1 heure chaque. Ouais. Et pour toi, tu trouves ça que c'est trop? C'est trop pour moi. De toute façon, c'est rare que j'écoute. Si j'écoute une série qui a au-dessus de 20 épisodes, c'est rare que je trouve pas que ça s'étire à la fin. En tout cas, à moins que ça soit vraiment bien écrit, là.
pense que j'ai jamais connu ça. Là. Les plus grosses séries sont les plus courtes. Tu regardes Lost, tu regardes Game of Thrones, tu regardes True Detective. T'écoutes, Chris? Même les séries Marvel qu'on a dernièrement sont toutes courtes, de 10 à 12 épisodes. Moi, je trouve que 20 épisodes, c'est sûr que ça s'étire. Puis, moi, tu me débarques. Moi, j'aime ça. Que ce soit 10 à 12 épisodes condensés, qu'il n'y ait pas d'étir, rien qui s'étire, puis que on arrive au point A, puis on va au point B. Quand c'est rendu que tu fais une comédie musicale sur tes personnages, là, c'est parce qu'il y a un style d'étirement. On va faire une petite parenthèse là-dessus, parce que t'es hors contexte, dans le sens que tu comprends pas c'est quoi. Non, ben c'est inutile pareil, là. Ok, juste pour qu'on les gens comprennent de ce qu'ils parlent, parce que ça peut être très aléatoire, parce qu'il y a tellement de séries à la TV. Le prochain épisode de Flash, la série de Flash, avec le super-héros mettant en vedette Grant Gustin, ils vont faire un épisode spécial comédie musicale en crossover avec Supergirl. Et là, c'est de la merde. Les gens qui suivent ici sont quoi? Un crossover musical à une série super-héros? Oui, attendez, je vous explique, taisez-vous. Ah, c'est un multivers. Ils vont là, ils ont été dans un temps temporel, dans une autre dimension, puis dans cette dimension-là, tout le monde chante. C'est un méchant de Supergirl qui est Mister, en tout cas je sais plus comment son nom s'appelle, et il va rendre Supergirl dans un coma, et Flash va aller la rejoindre pour l'aider, et dans ce coma-là, il est dans un univers où c'est une comédie musicale, et elle doit suivre le scénario pour pouvoir s'en sortir. C'est abominable comme concept, c'est mauvais. C'est nul de l'idée parce que les deux acteurs principaux, elle de Supergirl et de Flash, c'est deux acteurs qui sont fait connus par les comédies musicales, dont les deux qui sont connus dans Glee, la série sur la série musicale très connue mondialement et que j'ai tout au complet, que je suis un grand fan. Et beaucoup d'acteurs des deux séries sont des acteurs qui sont fait connaître à Broadway dans des comédies musicales. Et ils ont vu qu'il y avait un fort potentiel, ils ont décidé d'en profiter et de faire ça. C'est un concept. Sur le coup, ça paraissait absurde, mais la façon qu'il en est, ça a plus de sens que la façon qu'il disait au début. Au début, il disait juste être un concept musical. Comment ils peuvent faire ça? Ils peuvent pas chanter en plus minutes. Je te confirme, j'écouterai jamais cet épisode. Non, sérieux, tu trouves-tu que c'est un bon concept pour vrai? Je vais l'écouter, on verra après. C'est vraiment de la merde. Il y a du monde qui se sont assis autour d'une table. Qu'est-ce qu'on fait? Comédie musicale, Bob. Hey, c'est bon ça, Robert. Comédie musicale. Hey, c'est sérieux. En tout cas, pour revenir au débat. On prend nous, c'est pas les mêmes gars qui se mettent autour de la table pour parler de Call of Duty. Les gars, on fait un beau jeu. Lance-moi pas. Non, mais sérieusement, là, les séries qui durent 10 à 12 épisodes, pour moi, là, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis souvent, tu vas voir ça avec les qualités. Tu sais, le budget, ils ont des fois des comme Netflix, ils ont souvent des séries à gros budget. Ben, c'est préférable d'avoir 10 épisodes qui ont un budget conséquent par chaque épisode, puis qui arrive un événement, qui arrive des fois que, mettons, une série d'action, il y a des petites scènes d'action. Tu sais, je ne demande pas à avoir de l'action non-stop, parce que de toute façon, qu'est-ce qui est intéressant dans une série? C'est des personnes qui parlent entre eux. C'est bizarre, mais ouais, qui a un développement. Mais là, t'es parti, mais je veux juste embarquer dans le débat, moi aussi. Il y a différents types de longueurs de séries, comme j'ai dit. Moi, j'ai écouté toutes les longueurs. Là. C'est des séries qui durent 3 épisodes, 10 épisodes, 12, 20, 22. Tu vas pas écouter True Detective qui est 8 épisodes? Du calme, mais dans ma liste. Ah ouais, dans ta liste, ils sont fucking loin, là. Non, ouais, dans le top. Là, quand j'ai fini tu vas ramener, là, tu vas me dire, hey, c'est la meilleure série que j'ai écoutée de ma vie. Je vais faire, je sais. Quand je vais finir Bones dans genre 3 semaines, je vais écouter. Il reste combien de saisons? Il y en a 12? T'en restes 5? Ouais. Bon, dans une semaine, tu vas pouvoir l'écouter. Dans une semaine. Et j'ai une vie aussi, hein. Bref, ouais. Ça pour dire que. Je te niaise. Moi, c'est pas la longueur en tant que telle, ça me dérange pas trop, même si des fois. C'est sans contexte. Hein. Même si des fois ça peut étirer, ça dépend des séries, mais moi il y a 2 longueurs qui peut porter problème. La première, c'est les épisodes, mais aussi les saisons. On a parlé hors nombre de la série Smallville, qui est un très bon exemple à ce sujet-là. Smallville. T'es con. Continue. Je rappelle à tout le monde que Max est sadomasochiste. Ouais, mais moi j'ai pas 2 longueurs. Oh man. Excuse-moi, là, je suis fatigué. On est tous fatigués. J'étais en examen toute la journée, je pense que ça se sent. Ça se sent. Ouais. Moi j'ai travaillé aussi. La série Smallville, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autre série super-héros qu'on parle tout le temps de super-héros. On vient redondant à Max. On n'a pas parlé tantôt de Smallville. Non, retourne pas dans Smallville. Là. Non, j'avais parlé hors nombre. Ah, man, moi. Non, ben oui, mais pas en nombre, j'avais parlé tantôt. Mais tout ça pour dire que la série à la base, c'est censé avoir 5 saisons, et ils en ont fait 10. C'est une preuve qu'ils ont étiré la sauce. Puis je l'ai écouté, puis oui, on voit qu'à un moment donné. Hey, attends une minute, excuse-moi, je te coupe. Parlant de sauce, là. Tu sais, le tic géant, là. Ils ont annoncé qu'ils vont recevoir de la sauce à Big Mac, nous. Oui, je sais. C'est malade. J'ai un de mes chums qui travaillait, j'ai dit là, tu me jettes un pot de sauce à Big Mac. T'es hors sujet. Ben oui, mais je trouve ça quand même plus intéressant que Smallville, là. Alors moi, je demande. Et. Avoue que tu vas en acheter.
Peut-être. C'est clair que oui. S'il te plaît, je veux rester à mon débat, on perd du temps, là. Je sais. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de séries qui ont 22 épisodes, surtout les séries américaines, parce que c'est leur genre principal à eux. Genre Bones. Parce que souvent les séries britanniques ou françaises ils durent moins longtemps, c'est des saisons de 10-12 épisodes. Mais aux États-Unis, ils aiment ça faire des grosses saisons qui durent à l'année. Et Bones, en ce moment que j'écoute, ou le Mentalist que j'ai écouté cet automne, que j'ai fait un gros marathon, ils font beaucoup de saisons, avec beaucoup d'épisodes, mais on sent qu'il y a souvent des étirements, puis des fois on perd le goût de suivre la série à cause de ça. Et même si beaucoup de séries, j'aime ça, des séries comme les super-héros, moi je suis un fan fini, fait que j'aime ça avoir du contenu, parce que mon point que je vais emmener, c'est t'aimes pas ça, avoir plus de contenu sur tes personnages. Tu sais, après 10 épisodes, t'es pas sur ta fin. Tu dis pas genre, j'aurais aimé ça voir autre chose, j'aurais aimé ça avoir plus de contenu. Moi, souvent, il y a des séries courtes que j'écoute, que je suis comme, il me semble que j'aurais pris plus de viande. Il me semble que ça vient me frustrer parce que j'ai pas assez de contenu. Il y a des séries, oui, c'est correct, mais il y a beaucoup de séries que tu te dis, il y aurait pu C'est quoi faire ta palette de chocolat préférée? Puis tu vas comprendre mon allusion. Ma palette de chocolat préférée? Ouais. C'est Mr. Big. Ok. Bon, moi aussi, pour vrai. C'est clair, hein? En tout cas, non, mais sérieusement, où que je vais emmener avec ça? C'est ta palette de chocolat que t'aimes beaucoup. Ouais. Là. Mettons, tu vas en prendre 2. Tu te gâtes, là, t'en pognes 2. T'en manges 2. C'était excellent. Mange-en 22. Le contenu est là. Mais à la fin, le petit caramel qu'il y a dedans, il te lève le cœur. Tu sais, des fois, en mettre trop, c'est comme trop. Là. Je trouvais que. Moi, là, à part des séries, mettons, qui durent 30 à 35 minutes, là, j'ai aucun problème à avoir des séries de 22 épisodes. Mais quand c'est 1 heure, en plus, t'as le pilote qui est 1 heure et quart, je trouve ça, là, terriblement long. À part si c'est vraiment bien amené. Et dis-moi une série vraiment là qui est 22 épisodes puis que la saison est bonne d'un bout à l'autre. Mais vraiment, tous les épisodes, il n'y a pas de. De 22 épisodes? Ouais. Qu'il n'y a aucun étirement. Aucun étirement, 22 épisodes. Ah, t'en trouves pas, hein? Généralement, le genre américain ajoute de l'étirement pour rallonger l'histoire. Ah, mais il y a Masca. Il y a masque. Est-ce quelqu'un qui écoute ça pour vrai? À part Denise, là. Ben, je dirais que les séries téléromans, eux, ils sont forts sur le fait qu'il n'y a pas de longueur, dans le sens qu'il y a toujours du contenu à chaque épisode où il y a beaucoup de revivements. C'est très dramatique. Je pense entre autres une série que j'ai écoutée au complet, que j'ai adoré, que j'ai écoutée avec ma mère, qui est Toute la vérité. Qui est une série sur la justice québécoise. On suit les avocats dans les palais de justice. Et à chaque épisode, tu as des rebondissements, chaque personnage interagit. Et vraiment, à chaque épisode, il y a une nouvelle cause qui est là, mais c'est pas redondant parce que les personnages ont tout de quoi qui évolue. Et c'est pas le cas de toutes les séries, que des fois, c'est juste un épisode qui a de l'action, mais à la fin de l'épisode, il n'y a rien qui est apporté à ça. C'est ça qui arrive, qu'on étire trop la sauce. Mais moi, mon problème majeur, c'est pas de trop étirer la sauce en termes d'épisodes, mais souvent, c'est plus le nombre de saisons qui vont... je vais trouver comme intense. Mettons Bones, que j'écoute, du coup, je suis comme nice, 12 saisons, puis là, je suis rendu à la 7e, puis je commence à avoir ma dose, tu sais, je commence... à faire Même les Simpsons sont rendus à. Même les Simpsons, j'ai écouté les épisodes récents, puis je trouve qu'ils n'ont pas la même saveur qu'avant, puis je veux dire, à un moment donné, ils ont vraiment perdu pour eux. puis à un moment donné, t'es comme, tu sais, tout le temps, il faut arrêter, tu sais, il faut décider d'arrêter avant que, il y a une règle qui dit que il faut t'arrêter pendant que t'es dans la gloire, parce que si tu continues, tu as plus de risque de te planter que de t'améliorer. Entre autres, il y a un très bon exemple, c'est celui qui réalise Kill Bill. Quentin Tarantino? Ouais, Quentin Tarantino, il a déjà dit à plusieurs reprises que lui, il se limitait à 10 films parce qu'il veut pas scraper son heure de gloire. Je suis quand même surpris qu'il ait fait 2 westerns là-dedans. Justement, il essaie de varier. Là. Ouais, mais il a dit à plusieurs reprises, il dit c'est mieux de se retirer dans la gloire que pas. Il dit je sais qu'avec 10 films, j'ai moins de chances de me planter que d'en faire genre 30 puis me planter le 3/4 du temps. Donc, mais je pense aux séries que. Est-ce que tu dirais que les Feux de l'amour, ça s'étire? Ils sont rendus à 45 saisons. Hein? 45? Ça date des années 70, cette série-là, puis ça roule encore. C'est fou, là. Écoute, je pense que j'ai trouvé un défi d'une série à écouter. Ben, toi, ça devrait prendre 2 semaines. Et 45 saisons. 11 132 épisodes. 11 132 épisodes. Il trouve le moyen de renouveler ça. Ah ouais. Ça doit tourner en rond, par exemple. Oh my god! C'est. Hein? Ah, mais c'est le genre de série qui a été parodie souvent, dont Le cœur a ses raisons. Ouais. Tu sais, la dramatise trop poussée au bout, là. Il est. Brett, Brad, tu es mon frère jumeau diabolique. Tu
sais, les tourneurs vraiment intenses, là, c'est 45 saisons. Je pense que c'est la série la plus longue, là. C'est débile. Là, Max regarde les plus longues séries. Je sais qu'entre autres, il y a Dallas qui est une grosse série aussi. Ben, si je me fie à Haine et Passion, qui date des années 52, puis ça roule encore, 57 saisons. Wow! C'est vraiment beaucoup. En tout cas. Il y a des séries de même, c'est débile. Mais le fait que ça soit trop long, à un moment donné, on finit par s'essouffler. Oui, on aime ça, savoir ce qui se passe. Mais à un moment donné, ça gâche un peu l'univers parce qu'il nous ajoute du contenu. Tu sais, qu'à un moment donné, quand ça finit bien, tu dis, je suis heureux, ça finit bien, je peux continuer ma vie comme si rien n'était. Puis là, il t'en rajoute, il t'en rajoute, il t'en rajoute. Là, à un moment donné, t'es comme, yes, là, t'es comme, ok, mais c'est correct, j'ai eu ce que je voulais, là. Je veux dire, t'apportes plus rien d'intéressant. Et, je veux dire, Bond, je vais continuer pour voir ce que ça donne, mais j'ai vraiment l'impression que la saison 7, c'est comme le seuil qu'il avait atteint. Il y a beaucoup de séries, c'est ça qui arrive. Mais la longueur, moi, je trouve que c'est pas toujours un élément négatif. Oui, ça crée des longueurs, mais quand t'es passionné d'un élément, mettons, moi, c'est super-héros, et qu'ils te mettent une série de super-héros de 22 épisodes, mettons qu'il il y avait des séries qui Daredevil, on fait une saison de 20 épisodes. Je l'aurais écouté pour vrai parce que j'adore le personnage puis je le connaissais de préalable, mais je m'aurais fait chier. C'est vrai, pour vrai. Écoute, j'aime ça pouvoir me taper une série en une semaine. Puis écoute, c'est comme Arrow puis Flash, je suis pas capable d'embarquer là. Il y a beaucoup trop de stock là. Là, surtout qu'ils font la comédie musicale maintenant. Max, c'est comme quand tu vas te baigner, tu sais, tu hésites avant de plonger en l'eau, t'as peur du froid. À un moment donné, faut que tu plonges en l'eau, faut pas que t'aies peur, Max. Faut que je te pousse dans la Ouais, mais piscine. si l'eau est sale. L'eau est pas sale. Comédie musicale, bro. Tu skips cet épisode-là, c'est pas grave. Il se bat avec quelqu'un, bro. Il a fait Arrête, il a fait un crossover avec Supergirl l'année passée, pis c'était. Ah ouais, c'est tellement le personnage le plus intéressant de l'univers de DC, Supergirl. Mais c'est parce qu'il pouvait pas exploiter Superman, tu comprends? Ben, il est dedans. Ouais, mais à partir de la saison 2, parce qu'il n'y a pas le choix, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas le même acteur qui est Je sais que Lex Luthor là-dedans, il y a un vagin. C'est la sœur de Lex Luthor. Ah, t'es sérieux? Ouais. Lena Lex Luthor. Luthor, il y a une sœur? Lena Luthor. T'es sérieux, là? Oui. La méchante de la série, c'est la sœur de Lex. Hey, c'est de la merde. Tu savais pas que Supergirl, c'est toute la version féminine des méchants de Superman? Genre, tous les personnages dans Supergirl, c'est des femmes. Non, j'ai pas de problème que ce soit des femmes. Mais. Ah. Bon, en tout cas. Enchaîne. Mais ça, c'est mon débat. Et vous aussi, si vous avez une opinion là-dessus, c'est séries, parce que les séries prennent de plus en plus la place dans notre vie. Et beaucoup de gens qui vont laisser de côté les films pour écouter les séries, parce que les séries apportent plus de contenu. Ils permettent d'avoir une plus longue durée qu'un film. Oui, t'écoutes ça un soir, mais après, ben, c'est fini, à moins qu'il y ait des suites. Que les séries, ben, des fois, ils ont du contenu plus long. Et donc, ça aide les gens à. Je vais toujours préférer un film à une série. J'adore les séries. Là. Je préfère les films. Même si les séries actuellement, je pense qu'on est dans l'apogée de la qualité des séries. Là, on va se le dire. Mais je trouve qu'un film, ça va toujours être plus intéressant. T'sais, écoute, Marvel, là, c'est 29 heures d'écoute. Ouais. 29 heures de film. Hey, c'est une journée plus des poussières. Fait que c'est comme une série aussi. Là. Rendu là, ouais, le quoi, je pense que c'est le 14e film, 15e film. À peu près, ouais. Hey, ça fait beaucoup de films, hein. Si on compte pas ceux qui sont pas dans l'univers de Marvel, genre Ghost Rider, 4 Fantastiques, c'est pratiquement tout vu. Hein. Daredevil, Hulk, le très mauvais Hulk. Ouais, le Ang Lee, là. Il y en a qui le défendent, hein, ce film-là. Oh, parle-moi pas de ce débat-là. Après, dans des vols, j'ajoute Hulk dans la même poubelle. Je l'ai vu quand j'étais tout petit, je l'ai jamais revu ça. Moi, je l'ai vu 2 fois dans ma vie, puis c'est encore flou, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Mais le deuxième était correct, mais c'était limite. Ben, c'était mon débat. C'est un débat qui peut être intermittable, parce que tout le monde parle d'une opinion différente. Mon point, c'est de lever la question, de savoir... Est-ce que la sauce à Big Mac est nécessaire? Oui. Je pense que oui. Non, c'est quelle est la durée idéale et quelle est la durée de trop, dans le sens que, est-ce que c'est quand on atteint le seuil de j'ai mal au cœur? Comme tu parlais du chocolat, je vais mettre ta métaphore. À un moment donné, on finit par avoir mal au cœur parce qu'on a trop, tu sais, on t'en donne trop, là, on essaie de, comme toi avec les skis de super-héros, vu que t'as pas marqué dès le début, t'as l'impression que tu vas avoir mal au cœur, là. Ça me tente pas. Je vais finir par te pousser en piscine, Max. On Ça va. commence à écouter True Detective, on en reparlera. Je sais, je te lance un défi en live. Non. Oui, Ça marchera pas avec moi, ça. Oui, Écoute, moi j'ai 8 épisodes, là, je te donne de parole. tu m'en donnes 22. Je te donne de parole, ok? T'écoutes 8 épisodes de Flash et j'écoute True Detective saison 1. Marché conclu. Faut t'écouter ça pour la fin de la semaine. L'autre semaine, ok? Parce qu'il faut que je finisse Iron Fist cette Ouais. semaine. Parfait, on se laisse 2 semaines dans le fond. Ouais, fait qu'on s'en va Parfait. parler du Et film. là, ben, écoutez, ce débat est intéressant, comme j'ai dit. J'aimerais savoir vos commentaires sur ce sujet-là. Donc, si vous avez une opinion en rapport, la longueur, la durée, tout ça, répondez-nous.
Et sans plus attendre, on va aller parler du film qu'on critique cette semaine, le film L'Arrivée de Denis Villeneuve. Et c'est vraiment un très bon film, même si Max ne l'a pas aimé. Alors sans plus attendre, on va du côté non-spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Alors cette semaine, on critique le film L'Arrivée de Denis Villeneuve, réalisateur québécois, un homme de par chez nous. Qui est pas son premier film international, faut le dire. Il a fait Sicario l'année passée, qui était... J'ai pas vu encore. moi non plus, mais ça s'est très bien reçu, très bonne critique. Il a fait Polytechnique aussi, Prisoner. Bientôt, il va faire le reboot de Dune, très attendu aussi. Et il est en train de finaliser la suite de Blade Runner 2049. Ça aussi, je l'attends avec impatience. Ça va être super bon. Donc, c'est un gros réalisateur québécois qui est maintenant connu à Ça l'international. prouve-tu que des fois qu'il y a des talents québécois qui c'est de valeur et ça, ils peuvent pas exploiter leur talent. Ouais, des fois, c'est ça. Ils restreignent de budget, là. Mais, tu sais, il a fait aussi, comment ça s'appelait, le film Incendie aussi, qui était un très gros succès au Oui, Québec. j'avais oublié celui-là, J'ai oublié oui. de le mettre, mais c'est un très film important. C'est ce qui a lancé sa carrière aux États-Unis. Oui, c'est vrai, c'est le fait connaître internationalement. Pour les acteurs, on a une grosse brochette d'acteurs. 3 acteurs principaux. Les autres sont vraiment beaucoup plus secondaires dans le film. L'actrice principale du film est Amy Adams. Le second rôle, acteur principal, c'est Jeremy Renner. Et troisième rôle secondaire, c'est Forest Whitaker. Qui est quand même là souvent. Quand même là, souvent, il fait un général d'armée qui gère la supervision des événements. Et les deux autres principales, c'est les deux scientifiques qui vont travailler ensemble pour trouver une solution. Dans le fond, le film parle de quoi? Ben, le film parle, dans le fond, que des vaisseaux extraterrestres arrivent sur Terre et ils sont mis à des endroits vraiment pas stratégiques et il se passe rien. Alors là, les armées à travers le monde essaient de comprendre ce qui se passe. Et communiquer. Et des communiqués fait qu'ils commencent à faire des recherches et ils viennent chercher la plus grande experte au monde des langues, qui est jouée par Amy Adam, pour venir traduire le langage des extraterrestres. Donc là, elle est embarquée là-dedans et c'est un film de science-fiction vraiment profond, qui est vraiment surprenant. Il faut vraiment écouter du début à la fin pour tout comprendre parce que les éléments sont vraiment pas mis dans le bon ordre. C'est vraiment... Fais attention à ce que tu dis parce qu'il essaie à spoiler. Non, je spoil pas, mais c'est vraiment. Ce film, il faut vraiment pas perdre. Il faut vraiment rester concentré quand on l'écoute. On peut dire que les extraterrestres sont juste une prémisse par rapport au film. Tu sais, ils sont même pas. Ils sont principaux, puis ils le sont pas. C'est la particularité du film, c'est ça qui est spécial. Sinon, moi, tu me l'as suggéré? Ouais, vas-y. Cool, c'est bon. Le distributeur, c'est Paramount Pictures. Ouais. C'est une production de Film Nation Entertainment. C'est basé sur le roman Story of Your Life. Pour le budget, c'est un budget de 47 millions, qui est quand même pas rien. Et avec un box-office de 198 millions. Alors, c'est un beau succès pour un film. Ouais, il a gagné un Oscar d'ailleurs. C'est pour le son et c'est clairement mérité. Ah, c'est clairement mérité, on le voit dans le film. Et petite anecdote, je vais le laisser la dire. Oui, beaucoup de scènes du film ont été tournées au Québec. Les scènes où on voit les vaisseaux en plein milieu d'une plaine sont tournées au bas Saint-Laurent. Aussi, toutes les scènes tournées à l'école, à l'université au début, sont tournées à l'université de Montréal, ou que dans le campus HEC, où sont enseignées aussi d'ailleurs les langues. Donc c'est vraiment concept. Et, probablement que les jeunes dans la classe, c'est des Québécois qui sont juste là par... probablement. Souvent, les réalisateurs québécois, comme Denis Villeneuve, vont prendre comme second rôle, ou même figurant, beaucoup de Québécois dans leurs films. Xavier Dolan aussi fait ça, il prend beaucoup de Québécois. Le réalisateur aussi qui a fait Starbuck. Ouais. La version américaine, on peut voir plusieurs acteurs québécois comme second rôle aussi, c'est intéressant. Puis c'est une manière aussi de voir. C'est cool. Ouais, c'est cool. Ça C'est un pauvre qui n'oublie pas nécessairement les racines. Là. Non, c'est ça, puis c'est vraiment bien. Denis Villeneuve, là, actuellement, là, il s'en vient comme dans mes réalisateurs préférés. Là. Il fait juste de la bonne qualité en ce moment. J'ai jamais été déçu. Il y a des films que j'ai pas encore vus qu'il faut que j'écoute, là, mais. Ah, wow. C'est vraiment bon. On va commencer avec les acteurs avant d'entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu pensé de la performance d'Amy Adams dans le film? Ben, Amy Adams, c'est bonne quand je joue pas dans les films de super-héros. Sérieusement, comme actrice, elle est super bonne. Elle est juste dans ses rôles, autant au niveau de l'interprétation que du dialogue. Tu vois que ça s'enchaîne bien, que c'est naturel pour elle. Puis tu sais, dans le fond, souvent, les films qui ont un fond 3D, c'est des fonds verts partout, c'est pas toujours évident à appliquer de jouer devant ça. Puis je trouve vraiment qu'elle s'en sort relativement très bien. Elle est remplie de charisme, puis c'est vraiment une bonne actrice.
Je suis d'accord, elle est remplie de charisme, de talent. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Je la connaissais pas beaucoup avant de la découvrir dans l'univers des super-héros, dans son rôle de Lois Lane. J'ai vu par-ci, par-là dans d'autres œuvres. Mais c'est une actrice qui m'a fait une bonne impression. Elle est très, très bonne. Elle réussit à s'adapter à beaucoup de genres différents de films. Elle m'avait marqué entre autres dans le film L'arnaque à l'américaine, J'ai pas vu encore. avec Kristen Ball. C'est vrai que c'est super bon. Et que c'est. Écoute, c'est quand même. Puis il y avait d'ailleurs Jamie Rayner qui était dedans aussi. Ouais, c'est vrai. Et c'était vraiment super bon comme film. J'ai adoré. C'est un film basé sur des événements historiques. Et Ouais, vas-y. ben, là-dedans, elle fait un rôle vraiment. Écoute, c'est coupé tout parce elle fait un personnage dans son personnage. Et elle a aussi une évolution intéressante du personnage. C'était vraiment bon. Elle m'a prouvé dans ce film-là qu'elle avait vraiment un fort jeu d'acteur. Et on le sent aussi dans ce film-là. Tout le long du film, on sent les émotions qu'elle reflète, la complicité qu'elle vit à travers la compréhension de la nouvelle langue. Elle se perd dans cette nouvelle langue-là. Et aussi avec son entourage, tout ça, c'est vraiment. Elle nous montre un côté d'elle qu'on n'a jamais vu d'elle. J'ai beaucoup aimé ça de sa performance. Je vais partir avec le deuxième acteur, Jamie Renner, l'acteur principal du film. Honnêtement, moi je l'ai connu dans les films Marvel avec il faisait Œil de Faucon. Avant ça, je connaissais pas vraiment ce Je acteur-là. l'ai vu dans The Town, je l'ai vu dans un film de guerre, je m'en rappelle plus c'est quoi. Ben, je sais que j'ai vu dans un film où il chantait. Je sais plus dans quel film. Il y a un film, à un moment donné, il fait un prisonnier puis il chante. J'ai oublié le nom. Il est passé à la TV l'autre jour. Et à un moment donné, il est comme transporté d'une cellule à l'autre puis il chante. En tout cas. Et je l'ai vu là-dedans. Puis je l'ai aussi vu dans Mission Impossible. Oui, c'est vrai. Et il maintenant dans la nouvelle franchise de Mission Impossible. Et c'est vraiment un bon Il est acteur. partout, hein, dans le fond. Hein. C'est un acteur en montée aussi. Il a aussi fait il a fait aussi le quatrième qui n'existe plus, Jason Bourne. Là. Ouais, c'est vrai. Je l'ai même pas vu, celui-là. Moi j'avais fou d'attendre ce film-là, puis j'écoute, je suis comme. Ok. J'attends pour ça. C'est comme, pourquoi il l'appelle Jason Bourne? En tout cas, oh Ça my pour god, dire it's Jason Bourne. Ouais, c'était mon bon Jason Bourne. Et c'est un très bon acteur. J'ai beaucoup aimé sa performance dans le film. Il est un peu moins important que l'actrice principale. Ben, ça tourne beaucoup autour d'Amy Adams. Ouais, c'est ça. Lui, il est là comme plus pour compléter. Mais il apporte sa touche et aussi il fait un rôle différent parce qu'il fait ça des rôles d'homme d'action, tout ça. Ici, il fait un scientifique calme, posé, qui fait souvent plus terre à terre que l'actrice principale. Ouais. J'ai bien aimé sa performance pour ça. Je trouve qu'ici, encore une fois, il nous montre un rôle qu'on n'est pas habitué de voir de lui. Parce que dans ses rôles, d'habitude, il fait des rôles vraiment plus expressifs, plus d'action, qui bougent plus. Mais il est capable de bien jouer, là. Il est capable de jouer un rôle plus sérieux, Plus authentique. plus authentique, c'est le mot cherché, voilà. Et j'ai vraiment aimé, toi. Ben écoute, c'est dur de pas dire la même chose que toi puis de répéter, mais Jeremy Renner, c'est un bon acteur. Je trouve qu'il est multitask, il touche à tout, il va faire des films d'action, il va faire du drame, il va faire de la comédie. Il est capable de tout faire, puis je trouve ça cool. C'est un acteur qui a commencé vraiment de rien, puis qui avait de la misère à enchaîner des rôles au début de sa carrière. Puis tu le vois qu'un acteur qui est compétent, qui veut, est capable de monter les échelons, puis il y en a une preuve qu'il y en a qui sont capables. Jeremy Renner, je donne 2 fois bravo. Oh! Et Forrest Whitaker, tu te le trouves comment? Moi, c'est un acteur, Forrest Whitaker, que j'ai découvert relativement récemment. Ok. Même si j'avais déjà vu au cinéma, il m'avait pas trop marqué. Mais c'est avec son film Le Majordome. Oui, tu m'avais parlé que tu avais beaucoup aimé. Là. Je l'ai écouté quasiment 3 fois back-à-back. Une fois avec moi, 2 fois tout seul, puis une fois avec mes parents. Puis à chaque fois, j'avais des émotions. J'en parlais tantôt des séries qui donnent des émotions, des films. Ça en était. Écoute, il venait me chercher mes émotions, j'étais triste, j'avais des frissons, je shakeais. C'est le genre de film-là qui venait me chercher. Et dans son rôle dans Le Majordome, il m'avait marqué au point que, après, j'ai vu écouter d'autres films qui étaient dedans. Entre autres, il y avait joué aussi récemment dans le film Taken 3, le très mauvais Taken 3. Ouais. Que là, il était très secondaire, mais. Il a fait beaucoup de films aussi, direct to DVD. Hein. Ouais. Et il fait un petit rôle plus secondaire, puis on l'a revu un peu plus présent dans le dernier Star Wars. Il fait toujours un rôle. Il fait un rôle un peu mentor. Il est comme je trouve qu'il y a une aura de mentor, de personne sérieuse, que de la sagesse, de l'expérience. Mm-hmm. Donc on le voit dans ses personnages. La plupart de ses personnages, il amène la sagesse ou l'expérience. Dans ce film-là, il fait un général militaire qui cherche juste à régler. régler le problème et à protéger tout le monde. Et il va être comme à la fois très stressé, mais à la fois très solide. Et il va tout le temps être là pour ramener les scientifiques à se concentrer sur sa mission. Et même si son rôle secondaire, je trouve qu'il a apporté beaucoup au film. C'est un personnage vraiment intéressant dans le film. Même s'il n'est pas là tout le long nécessairement. Je trouve que c'est vraiment un personnage qui apporte beaucoup de l'appui au personnage d'Amy Adams.
et qui est vraiment un bon complément. T'sais, dans le fond, c'est ça, il joue pas le général qui est méchant. Non, Il c'est ça. joue le général qui va essayer d'analyser le problème puis d'essayer de gérer le problème. Puis je trouve ce qui rend vraiment le personnage intéressant en soi. Ben oui, c'est exactement ça. Là, avant qu'on rentre dans la zone des spoilers, je te demandais ton appréciation générale du film. Écoute, si je l'aurais vu l'année passée, ce serait probablement numéro 1 de mon top 10. C'est un des meilleurs films de science-fiction, qui n'est pas un film de science-fiction, mais qui en est un. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est un excellent film. Il y a beaucoup de messages en arrière. C'est le genre de film que tu as besoin d'écouter plus qu'une fois pour pouvoir apprécier toutes les subtilités. C'est ultra bien écrit. Le son qui... Tu sais, dans le fond, il a comparé le son de ce film-là à celui de Jaws, le compositeur. Il dit, tu sais, dans Jaws, le tanam, tanam, Ouais. tanam, c'est un son qui accompagne l'action et non qui est un thème. Je sais pas si tu comprends. Ça a devenu un thème classique au fil du temps, Ouais. mais c'est un son qui rejoint chaque scène et qui rajoute un pouce supplémentaire. Et je le sens dans ce film-là. C'est tellement bien amené. Puis écoute, quand la science-fiction embarque dans le film, je trouve vraiment que c'est vraiment bien amené et que c'est surprenant. Puis tu restes en haleine, puis tu as vraiment envie de découvrir que font ces aliens-là, qu'est-ce qu'ils sont, pourquoi ils sont là. Sérieusement, là, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un film qui était hors des gros blockbusters actuels, qui s'en sort aussi bien, puis qui est vraiment intéressant du point A au point B. Sérieux, là, Monsieur Villeneuve, si vous écoutez ce podcast-là, chapeau. Pas sûr qu'il y a le temps d'écouter notre podcast, mais c'est apprécié le message. J'ai pu faire de la pub. Moi, mon impression générale, vu que tu me le demandes, j'ai trouvé que c'est un très bon film, très surprenant. J'avais dans l'idée avant d'écouter ce film-là que les films réalisés par des Québécois à l'étranger, c'était tous du même genre, un peu. Tu sais, un peu comme Xavier Dolan fait toujours un peu le même genre de film. Et Denis Villeneuve, j'avais écouté Sandy à l'époque, j'avais trouvé ça bon. Il m'avait marqué, mais ça m'avait pas trop attiré. Il m'avait marqué, mais pas tant que ça. Sicario, il est dans ma liste à écouter. C'est parce que dans les films québécois, c'est du drame. Ouais, c'est ça. Mais là, dans les films américains, il fait pas du drame, il touche à tout. C'est ça. Et ce film-là, c'est correct. Il est venu me chercher, il m'a surpris, il m'a marqué. Au début, on n'était pas sûr. Je l'écoutais avec mes amis, on le part, puis ça part lentement. Puis tu essaies de comprendre ce qui se passe, c'est comme OK. Puis ça s'enchaîne tranquillement. Et là, à un moment donné, tu te dis OK, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'éléments qui marchent pas. Tu essaies de comprendre, tu es un peu perdu dans le film. Il y a tellement d'éléments qui se passent. Puis à la fin, quand tu comprends tout, tu es comme oh mon Dieu. Écoute. On va reparler dans quelques instants, mais je veux dire, on a fini le film, on était assis, on se regardait, on était genre. On est sur le cul. Un peu plus, c'était comme ok, on va réécouter pour comprendre. Là. Tu sais, le film est tellement bon, il surprend du début à la fin. Il vient de chercher les acteurs sont très bons. Chaque élément est important, il n'y a rien de superflu. Les plans séquences qu'on voit du vaisseau, de l'intérieur du vaisseau, les scènes quand ils vont se promener dans le vaisseau des extraterrestres, c'est vraiment fou. L'apparence des extraterrestres, la façon qu'ils réagissent, tout ça. Chaque élément apporte son grain de sel qui fait en sorte que tout le film est écœurant. La bande son, qu'on a déjà dit, est vraiment bonne. Au début, elle n'est pas très présente, mais rapidement, elle va prendre sa place. Elle va être omniprésente et même elle va venir obsédante vers la fin du film. C'est vraiment fou parce que ça fait partie du film. Il n'y a pas beaucoup de films qui peuvent se vanter de ça, mais ce film-là, sans la bande de son, le film n'est rien. C'est vraiment fou. Et pour tous ces éléments-là, j'ai trouvé le film très très bon. Pour vraiment plus en parler en détail, on va devoir être dans la zone du spoiler. Alors, sans plus attendre, si Max clique sur le bouton, on va être dans la zone du spoiler. Attention, la section qui suit concerne les spoilers. Je répète, attention, la section qui suit concerne les spoilers. On est du côté spoiler, et ici on va parler vraiment de tout ce qu'on a aimé ou pas du film, ce qui fait en sorte que c'était un chef-d'œuvre, vraiment tout. Je pense que je vais y aller d'abord. Ouais, vas-y. Ce qui est frappant du film, on l'a dit tantôt, c'est le son. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait ressentir rapidement dans le film, même si ça prend un certain délai. Parce que si je peux dire de quoi au film, le seul point vraiment micro négatif, c'est qu'il y a au début un peu de longueur, avant vraiment que l'élément s'installe. Mais dès que ça s'installe, là, c'est fou comment le film se développe vite. Mais au début, on n'était pas sûr. On part le film, on n'était pas certain si on allait l'aimer. Et il a fallu qu'on reste un petit peu patient. Ça prend peut-être à peu près 20-30 minutes. 20 minutes, je dirais, avant que le film part vraiment intense
C'est une introduction au début. Hein. Ouais, c'est vraiment là. Il introduit les personnages, puis après ils réunissent ensemble, puis là, le film part. Mais pour les sons, là, dès que les extraterrestres arrivent dans le vaisseau, puis ils vont dans le vaisseau, puis là, on entend leur bruit. Mais écoute, le moment que ils doivent comme contrer de la gravité là, Ouais. avec le son justement, là, Ouais. parce que pour appuyer ce que tu disais, Holy Mother of God, c'est malade là. Ils montent dans le vaisseau, puis là, ils sautent. Puis là, Ouais, puis là, c'est comme, tu le vois, il lance comme une lumière, je pense, au début. ouais. Puis tu vois la lumière qui tombe comme sur le sol, mais ils sont comme en hauteur. Puis c'est bizarre. C'est vraiment bizarre pour le voir, c'est le comprendre. Là. Ouais, la gravité est comme Inversé. inversée, ouais, c'est fucké. Mais continue, je t'écoute. Puis, dès les premières scènes qui rentrent en contact avec les extraterrestres, puis là, la scientifique, elle s'approche, puis elle essaie de communiquer, puis eux, ils envoient une espèce d'encre qui fait des symboles en forme de rond sur une vitre, parce que dans le fond, tout le long du film, les extraterrestres sont séparés des humains avec une vitre qui a un brouillard, qu'on voit pas super bien les extraterrestres, qui ont l'air des espèces de pieuvres, et ils communiquent avec des bruits et des dessins, et tout le long du film, ils vont développer un langage pour les comprendre, et à force du temps, le film, quand on avance dans le film, il devient de plus en plus complexe, qu'on a de plus en plus de flashbacks, qu'on comprend pas d'où ils viennent. Ben, tu sais, c'est parce que tu dis que, bon, ben, la mère est un peu est en deuil, Ouais, puis qu'elle a vu son enfant mourir, en Ouais. fait, tu sais. Puis que, tu sais, dans le fond, tout le long, tu dis, ok, bon, ben, c'est triste, une mère qui est en deuil. ouais. Mais je me disais, pourquoi qu'ils mettent ça dans le film? Ça appuie quoi? Puis écoute, on peut-tu dire le gros Vas-y, spoiler, vas-y. c'était du temps? Ouais, vas-y, je te laisse y aller. Ben écoute, dans le fond, on apprend que eux autres, ils sont venus ici, sur notre planète pour expliquer la relativité du temps. Alors que le temps est contrôlable. Dans le fond, elle est capable de voir dans le futur. Et dans le fond, ce qu'elle voit, c'est que le scientifique qui est à ses côtés va devenir son mari, Ouais. et ex-mari éventuellement. Ouais, Et qu'elle va avoir un enfant et que son enfant va avoir le cancer. Et elle décide de prendre le risque malgré tout. ben, elle dit dans le film, elle dit, si tu saurais ton avenir, est-ce que tu changerais de quoi ou tu l'accepterais comme il est? Ben, c'est ça. Puis il y en a beaucoup qui sont de Monsieur, Madame, tout le monde qui ont plus ou moins apprécié cet élément-là. Qu'elle décide de continuer. Ouais, Tu sais, t'as le choix d'éviter ça. Mais je pense que, tu sais, ce que Denis Villeneuve essaie d'expliquer là-dedans, c'est pas nécessairement ce que tu peux. C'est qu'est-ce qui te définit, c'est qu'est-ce qui va t'arriver dans ta vie, tu sais. ouais. Il n'y a rien qui arrive pour rien, puis t'es aussi bien d'assumer tout ce qui va arriver, puis de dealer avec ça, tu sais. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment un beau message en arrière, puis c'est vraiment intéressant l'angle de vue. Puis écoute, c'était un punch de savoir que depuis le début, elle a des visions, tu sais. Ouais. Puis comment t'as trouvé la première interaction avec les extraterrestres quand elle décide de rentrer dans le petit cocon noir, là? Le petit cocon noir. Ouais, Dans le vaisseau, tu parles? ouais. Ouais, ben. Quand elle rentre dans le boucan, là. Au milieu du film, elle se retrouve quasiment collée aux extraterrestres. Là. Ouais. Écoute, c'est un des rembouts qui avait vraiment du stress. Tout le long, il y avait une fille qui protégeait. Et là, elle se fait aspirer là-dedans. Et là, elle est en contact avec eux. Et c'est très troublant comme scène. J'ai trouvé ça vraiment. C'est une scène qui relançait le film, dans le sens que, tu sais, le film, il montait en pente. Mais à un moment donné, il ralentissait un peu. Puis là, ça redonne un regain, puis ça donne tous les éléments pour comprendre. Parce qu'avec ça, elle, en entrant en contact avec eux, elle récupère tous les éléments qui manquaient pour comprendre. Leur façon de parler. Ouais, c'est ça. Et Puis c'est comme si les extraterrestres devenaient comme une nation en soi, hein, aussi, avec leur logo, avec Ouais. leur écriture qui est super bien pensée. J'aime le design de leur langage, là, rond. Ouais, c'est vraiment des marques, puis chaque marque a une signification, puis ils finissent par le décoder. Puis c'est débile. Puis aussi, le film met en face aussi comment la société réagirait au Ouais. contact des extraterrestres. C'est aussi ça un peu le film. Ouais. Comment réagirait si on verrait des extraterrestres. Puis c'est intéressant parce que pendant le film, et tout le long, tous les pays sont reliés ensemble pour relier ça parce qu'il y en a un peu partout dans sa planète. Et à un moment donné, ils vont commencer full à s'éloigner un de l'autre. Parce qu'ils vont apprendre des choses chacun de leur bord, ils vont commencer à s'inquiéter. Et là, on voit quasiment la Troisième Guerre mondiale. Ben c'est ça, il y en a carrément qui disent ça va être la Troisième Guerre mondiale. Puis. Parce que les pays à la fin se détachent de cet événement-là, puis ils veulent s'en occuper de chacun de leur bord. Ouais. Puis ça amène à dramatique, puis tu te poses la question à savoir comment la société va réagir si on découvre les extraterrestres. Donc j'aime mieux ça. C'est vrai, parce que dans le fond, eux autres, ils ont un stress. Si les Russes les attaquent, on sait pas. Eux autres, s'ils vont nous commencer à nous attaquer. Ouais. Tu sais, c'est vraiment intéressant sur le point de vue de. Tu sais, parce qu'il y a aussi un côté rassembleur. On est tous différents, mais on est tous pareils. Ouais. Tu sais, puis c'est ça que le film relance. Il y a vraiment comme un terme sur le racisme, puis que
que l'intégration de chaque pays peut avoir un lien, puis quand on s'entraide, on est capable d'arriver au même résultat, tu sais. Excuse-moi. Non, c'est clairement ça que je voulais dire. C'est un film vraiment profond pour ça. C'est un film à moralité. Il y a une moralité dans ce film-là. C'est ça, les extraterrestres sont juste un aspect du film. Oui, en fin de compte, ils sont très secondaires vu de ce point de vue-là. Mais ils sont très intrigants, par exemple. Ils sont très intrigants. Puis à la fin, on réalise c'est que, dans le fond, ils étaient là pour amener la base. C'était comme... Pour comprendre le temps. Ouais, pour comprendre le temps. À un moment donné, la première des choses qu'il y a dans le film, c'est il pose une première question, puis il répond on va emmener une arme. Ouais. Puis ils font comme une arme fuck, puis que tout le monde commence à se déconnecter, puis ils pensent que là, ça va déraper. Ça va déraper. Là, t'as remarqué, finalement, l'arme, c'est. Le contrôle du temps. Le contrôle du temps. Fait que là, ça amène toute une autre dimension, c'est vraiment fou. Puis, écoute, ce film-là, il vient me troubler encore. Je repense à des scènes, puis ça vient me troubler. Puis il est touchant à certains aspects aussi. Tu sais, quand elle réalise que sa petite va mourir éventuellement, puis qu'il y a comme un sentiment de solitude aussi qui se crée autour d'elle. Puis, tu sais, parce que t'as remarqué des fois, quand elle se ramasse toute seule dans les scènes, ça vient très sombre de ses côtés. C'est vraiment voulu. Il y a des jeux de lumière qui sont sombres, qui fait qu'on sent le moment de la solitude qui prend Amy Adams. Sérieusement, là, côté visuel, ce film-là est époustouflant. C'est époustouflant, puis il y a un élément aussi, je vais apporter un autre élément vraiment profond du film. À un moment donné, parce qu'elle fait une experte en langue, puis à un moment donné, elle dit que quand tu t'immersis trop dans une langue, tu développes une autre façon de penser. Ouais. Puis à un moment donné, à la fin du film, elle dit c'est ça qui m'arrive, je me suis tellement immersé que j'y comprends. Puis c'est comme ça qu'elle est capable de voir les. C'est pour ça qu'elle comprend les flashs, parce qu'elle s'est tellement immersée dans leur langue qu'elle Ben, c'est comme ça qu'elle comprend les autres langues. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est là qu'elle dit c'est comme ça qu'elle. C'est pour ça qu'elle peut voir dans le temps. Puis c'est la seule qui va voir dans le temps. Dans le film, c'est la seule qui va voir dans le temps parce qu'elle s'est immersée dans la langue. Puis ça lui permet d'avoir une autre façon de voir les choses. Parce que pour voir à travers le temps, il faut que tu comprennes la langue de l'autre. Des extraterrestres. C'est la clé. Puis elle, quand elle comprend ça, c'est là qu'elle. C'est ça qu'il dit. Dans le fond, quand tu comprends que l'autre essaie de s'exprimer, ben dans le fond, tu peux établir des connexions avec cette personne-là. C'est ça qui est intéressant parce que ça parle, oui, d'extraterrestres, mais ça va plus loin que ça encore. Ah, ça ouvre plein d'ouvertures. C'est le genre de film qui va plus loin que le film. Là. Oui, c'est ça. Écoute, c'est ce qui rend ce film-là encore meilleur, puis que chaque écoute sera encore meilleure. Ben oui, parce qu'on va comprendre des éléments à chaque fois. Écoute, c'est un super bon film. Je pense que... J'ai fait le tour. En dire plus, ça serait juste du superflu, d'étirer la sauce. Je pense qu'on arrive... à la conclusion, parce que tu vois ici le jeu de mots avec le nom du film, l'arrivée, on l'arrive. On est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. Et voici le moment de l'arrivée de ta note. Ben moi, écoute, ma note, je donne un 4.5 sur 5, sans hésiter. C'est un excellent film. Allez-y, les yeux fermés, louez-le. Même si vous ne tripez pas sur la science-fiction, appréciez-le pour le second degré. C'est un excellent film. Je pense qu'il serait temps qu'on commence à prendre des films qu'on est plus divisés, parce que ça fait quelques films maintenant qu'on donne la même note, et c'est le même cas ce soir. Je donne un 4.5 aussi sur 5. Notre concept ne marche plus, on est censé être yin et yang, bon cop backup. Quand c'est bon, ouais, c'est bon. Mais je pense qu'il va falloir commencer à prendre des films qu'on est plus opposés, là, pour que ça amène plus de piquant à l'émission. Même si de temps en temps, des chefs-d'œuvre comme ça, on peut pas passer à côté. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre visuellement, sonore, artistiquement parlant. La philosophie du film, moi, c'est le genre de film que quand un film va plus loin que le film en lui-même, il vient te chercher plus loin, qui te fait penser à des choses, qui va remettre en doute des concepts de la vie. J'adore ça. Il y en a qui n'aiment pas ça, parce que ça apporte des choses de trop, ça vient lourd pour certains, mais moi j'adore ça. Ça apporte des questionnements puis des raisonnements aussi. Écoute, ce film-là, on va en entendre pendant qu'on en dit. Ah, c'est sûr. Ça fait partie des films marquants. Et ben, on est au moment de la conclusion de l'émission. Ben, je vais aller cette fois-ci, je le fais jamais, mais là je vais y aller. Ouais, vas-y. On peut d'abord me suivre sur mon Facebook, Mathieu Belprévost. Je suis sur rien d'autre parce que je trouve que c'est inutile d'aller sur les autres choses. Je juge personne pour ceux qui vont sur le reste. Mais personnellement, les trucs comme Twitter ou Instagram, je trouve ça superflu. On peut suivre les Poissons 3. On peut suivre la Ligue des Cinévores sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, DJ Pod, Balado Québec, RZO. On est vraiment partout. Si tu ne nous trouves pas, t'as pas cherché. Voilà. Et on est de plus en plus de fidèles. On vous remercie pour ça. On a de plus en plus de monde qui écoute l'émission. On apprécie. La semaine passée, on vous a remercié pour avoir atteint 100 likes.
C'est vraiment apprécié. Puis on continue à travailler sur nos émissions pour vous donner de la qualité. On aimerait ça vous entendre plus, c'est évident. Parce que c'est vous qui faites vivre notre émission. Sans vous, ça sert à rien. On fait juste parler dans le vide. Mais on voit qu'il y a une répercussion dans nos émissions parce que vous êtes là à l'écoute. Donc on continue à travailler sur notre émission. Et on espère que vous aimez notre contenu. Et je vais te laisser à ton tour, Max, qu'on peut te suivre. Sur Twitter, @MaxTarion, et sur Facebook, MaxTarion. T'as tout dit. Et voilà. Et comme d'habitude aussi sur Twitter, Max Tarion. Non, dis pas ça. C'est toi qui dois aller sur Twitter. Tinder. Ouais, va sur Twitter, tu vas être meilleur. Ouais, c'est ça. J'irai sur Tinder le jour que tu seras sur Tinder. Voilà, Bon, c'est dit. on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, voilà.